Afrique Média, après le Burkina, ce ne sera pas la Côte d'Ivoire, mais le Togo, parce que les plus grandes manipulations ont été opérées en Afrique de l'Ouest par le régime Gnassingbé, qui s'accroche au pouvoir depuis un demi-siècle au Togo. C'était donc le message de Koubi, nous ne savons pas d'où il nous l'a écrit. Bonjour, mon cher grand frère Jundiawe. Bonjour, bonjour à toute l'Afrique, bonjour à tous les panélistes, bonjour à tous ceux-là qui nous regardent. Alors je vous accueille de but en blanc dans le débat, puisque vous avez écouté les uns et les autres avec une forte attention. D'ailleurs, est-ce que d'après vous l'hypothèse d'une action longtemps préparée de déstabilisation du nouveau régime de Ouagadougou via des djihadistes est à écarter? Est-ce que vous pensez que c'est ce qui est mis en place, c'est savamment orchestré depuis un certain bout de temps? Vous savez, certains vont dire que chez nous, à Afrique Média, on n'a qu'un seul credo, accuser la France, pointer la France du doigt à tous les coups, s'attaquer à la France-Afrique. Mais oui, nous ne cesserons de pointer la France du doigt de la main. Nous ne cesserons de nous attaquer à la France-Afrique. La France-Afrique, mes chers frères, la France-Afrique, je ne vous dis pas, vous connaissez. Nous en parlerons dans le deuxième. C'est cette France-Afrique qui a tué Sankara pour le cas du Burkina Faso. C'est cette France-Afrique qui a tué Sankara en manipulant le feu, le président ivoirien. Blaise Compaoré. Non, le feu, le président ivoirien. Ah, d'accord, feu. Ok. Houphouët-Boigny, qui était le grand Manitou, en Côte d'Ivoire, qui donna une femme à Compaoré. À travers la femme donnait les ordres. Et c'est lui qui a donné le dernier ordre en application des consignes données par le président Mitterrand. Parce que j'ai des gens qui veulent cacher. On ne cache pas l'histoire. On ne cache pas l'histoire. Et le point de discorde entre Houphouët-Boigny et Thomas Sankara, c'était Ouattara. Ouattara qui est président de la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara avait demandé qu'on remette son fonctionnaire à la disposition de l'administration du Burkina Faso. Et Houphouët-Boigny lui a demandé au nom de quoi, lui le jeune, l'enfant, au nom de quoi il pouvait se permettre de lui donner, intimer cet ordre. Donc vous voyez donc une fois, la base, Ouattara c'est quelqu'un qui porte en lui les semences du mal. Depuis les années 84, il a commencé à démontrer qu'il est diabolique. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui au Burkina Faso, c'est une planification stratégique de la France-Afrique. Oui. Il y a une véritable bataille aujourd'hui sur le continent africain. Les grandes puissances se disputent le continent. Les grandes puissances se disputent le continent et c'est la géostratégie. Regardez, aujourd'hui, l'actuel président du Burkina Faso, c'est un pro-américain. Et donc la DGSE française a fait un rapport pour dire qu'on va perdre le Burkina. On a perdu le Burkina. Et la perte du Burkina va s'enchaîner sur tous les pays du précaré français en Afrique. Il faut rapidement qu'on démontre aux nouveaux dirigeants que nous n'allons pas nous laisser faire. Oui. Et donc, c'était des Et donc, on planifie tout ce qui arrive. Mais quand quelqu'un a dit tout à l'heure que non, il ne faut pas, il est désolé parce qu'on cite Soro. Mais c'est qui Soro? Soro, c'est un pion de la France-Afrique. Je suis désolé. Mais Soro est arrivé au Cameroun, dans mon pays, le Cameroun. Sur ce plateau Afrique Média, j'étais contre. J'ai dit que je ne veux pas, il n'est pas la bienvenue parce que dans notre hémicycle, chez nous, c'est des démocrates, ce n'est pas des rebelles. Les gens ont fait la sourde oreille, alors qu'ils étaient en complicité. Ils ont reçu Soro à l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale démocratique, et 9 jours après, Boko Haram a posé ses premiers bombes au Cameroun. Faites le rapprochement et vous allez comprendre. Et comme un jeu de cartes, il a simplement fallu qu'on remette le port de Kribi à Bolloré pour que les attaques de Boko Haram s'estompent, diminuent de près de 61%. Nous, on a les statistiques. On travaille pour l'Afrique, on travaille pour nos États, on a toutes ces statistiques.
Nous savons très bien que Bolloré était en intelligence avec un certain Alioum, dans les forêts là-bas qui formaient 1500 hommes. On connaît tout ça. Mais donc, ça c'est la stratégie de déstabilisation, la stratégie du chaos. C'est la stratégie du chaos, mes frères. Il faut semer le chaos pour contrôler. Oui, il faut semer le chaos pour contrôler. Et c'est ce qui arrive au Burkina Faso. Et donc, il faut, pendant que les grandes puissances se battent pour se disputer, pour se partager le continent, que font les Africains? Ils passent le temps à appeler pour dire vous avez tort. L'analyse que vous faites en accusant X, vous avez tort. Oui. Et demain, un des deux blocs va gagner l'autre bloc et va recommettre les mêmes. C'est-à-dire, les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets. Pourquoi? Parce que les Africains eux-mêmes se seront écartés des choses. Non, non, mes chers frères. Nous devons combattre. Nous devons entrer en résistance contre toutes les forces néfastes au développement de l'Afrique. Ces forces qui ne veulent pas qu'on se développe. C'est la France-Afrique. Il faut la combattre. Il faut combattre la France. Il faut combattre ses sujets. Il faut combattre les Ouattara. Il faut combattre les Compaoré. Il faut combattre les Guillaume Soro. Oui, mes frères, ce sont eux. Un mandat d'arrêt a été émis et il faut brûler les pistes. Parce que croyez-moi, si les Américains qui soutiennent aujourd'hui le nouveau régime du Burkina Faso viennent avec une nouvelle approche, une approche qui tend à aller dans le sens de ce que les Africains attendent, et ce n'est pas bon pour la France-Afrique. Comment on va continuer à payer le SMIC en France si les colonies ne peuvent plus payer les impôts? Si on s'affranchit de la France-Afrique, si on s'affranchit du franc CFA, les Français vont mourir de faim. Ils vont mourir de faim. Ils n'auront même plus le gaz pour en hiver, ils vont crever. Donc il faut à tout prix que les liens spéciaux perdurent. Il faut tout faire pour que les liens spéciaux perdurent. Et la base, regardez l'image, c'est l'Afrique qui a nourri ces gens. Regardez. Vous croyez qu'ils vont nous permettre, nous aussi, de prendre le poids comme ce blanc? Non, ils ne peuvent pas, mes chers frères. Ils vont tout faire pour déstabiliser. Et nous devons tout faire pour résister. Nous devons tout faire on doit leur opposer une résistance farouche. Le peuple qui est sorti, comme un seul homme au Burkina Faso, pour chasser Compaoré, ce peuple-là est où? Il est où, ce peuple? Je suis allé prêter main forte. Ce peuple-là est où? Il doit ressortir aujourd'hui pour dire non à la France-Afrique. Et ça va être une alerte, même aux États-Unis, qui viennent aujourd'hui à la conquête de nos territoires. Ces Américains comprendront que l'Africain d'aujourd'hui n'est plus comme l'Africain d'hier. Un Africain qui s'est laissé manipuler par la France-Afrique. Non, cet Africain, c'est un Africain androïde. Ils doivent le comprendre. C'est fini ce temps-là. On va se battre. On va se battre, mes frères. Un Africain androïde. Androïde. Un Africain androïde qui obéit aux évolutions du temps. Eh oui, un Africain androïde qui a un cerveau capable aussi de développer des stratégies pour contrer ce que le colombe et le néocolombe et la France-Afrique élaborent et planifient pour nous maintenir dans la pauvreté. C'est ça un Africain androïde, une génération androïde. Moi j'appartiens à celle-là. Celle-là qui combat tous les jours, qui dit tous les jours non à la France, non à tous ceux qui pensent que l'Afrique doit toujours rester en arrière. Oui, nous devons nous battre pour ça. Et donc, ce qui se passe au Burkina Faso, c'est un complot. C'est un gros complot qui est tissé entre la France et ses réseaux en Afrique. Notamment les forces endogènes. Et aujourd'hui, dans le cas précis du Burkina Faso, les forces endogènes sont les qui? Compaoré, Soro et Ouattara. Et Ouattara aussi. Oui. Je vais vous dire, aujourd'hui, Ouattara a compris. Il faut impérativement déstabiliser pour sacrifier Soro. Oui. Il faut impérativement déstabiliser pour sacrifier Soro. Oui. Qualification tant qu'il a Soro dans les bottes. Ouattara a défendu Soro. Non, vous vous trompez. C'est la comédie. C'était de la comédie. C'est la comédie, c'est le politiquement correct. C'est du politiquement correct. Mais aujourd'hui, vous savez la politique. Les gens vont se poser la question. Pourquoi lorsque le mandat d'arrêt a été lancé en France par la juge, pourquoi Soro a échappé? Et aujourd'hui, nous prétendons que Soro est en complicité avec les forces exogènes. Les gens vont se poser cette question. Mais comprenez bien une chose. Le sionisme ne veut jamais être tenu. Le sionisme ne peut jamais se plier à une véritable volonté du peuple.
le mandat d'arrêt qui a été lancé par le juge en France émanait d'une véritable volonté du peuple, d'une juge qui a estimé que le fils de Laurent Gbagbo avait été torturé. Alors, si le sionisme accepte de faire valoir cet argument, ça veut dire que le sionisme lui-même, il perd du terrain. Il perd sa crédibilité selon ses principes et ses concepts. Il fallait que les mêmes Français, les politiques français cette fois-ci, s'arrangent à ce que Soro parte pour pas que le sionisme international perde de sa valeur. Mais aujourd'hui, dans le cas ivoirien, burkinabé, c'est la justice indépendante du Burkina Faso qui est rendue au nom du peuple, qui émet un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Et une fois de plus, ce sionisme international, par les liens spéciaux de la France-Afrique, vous dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Décidément, vous venez déstructurer tout ce que nous avons arrangé. Vous allez chuter. Si on permet que cela se fasse, c'est fini. Le contrôle de l'Afrique est fini. Et donc, il faut créer le djihad, les attentats qu'on en crée partout. Chaque fois qu'il faut négocier le port au Cameroun, on crée Boko Haram. Quand il faut contraindre, obliger le président Déby à donner son pétrole à X, on crée une rébellion. Quand il faut obliger la RCA à aller, quand il faut voler les diamants et l'or et le nickel de la RCA, on crée des rébellions. Voilà, c'est la stratégie du chaos. Et donc, ceux-là sont concernés. Nous allons procéder de l'avant par des méthodes épuratoires, comme on a commencé, one by one. S'il faille après que le peuple décide de l'exécution de tous ceux qui trahissent sa volonté, nous allons le faire. Et comme ça, nous aurons donné des leçons aux forces endogènes de ce que, en tant que concubinage incestueux avec les forces exogènes, le peuple va toujours frapper. Nous allons commencer à frapper tel que nous avons commencé. Vous parlez d'exécution physique? Mais bien sûr, pourquoi vous, quand les Occidentaux viennent conquérir l'Afrique, ils amènent la mort, ils se battent, ils tuent les Africains, vous applaudissez, et quand on vous demande de vous défendre, vous refusez de rendre la monnaie. C'est ça le problème de l'Afrique. C'est pourquoi on subit tout le temps. Nous subissons parce qu'on a toujours tendance à croire qu'on gouverne avec la Bible. Non, la Bible n'a pas été écrite par les Africains, merci, la Bible a été écrite par les Occidentaux, et dedans ils ont mis des ingrédients pour nous endormir. Jules Ndiaye, merci. Moi, j'ai un peu peur, parce que beaucoup de détracteurs, Afrique Média, vous le savez mieux que moi, et qui récupéreront nos propos pour dire que nous conseillons l'exécution physique des gens ici sur nos plateaux. En Chine, on exécute les voleurs. Le monsieur qui a pris le contrat de Mbalam, qui a racheté ça, a été exécuté sur la place publique en Chine parce qu'il a pris les impôts des Chinois, il a spéculé et il a perdu. Pourquoi vous ne voulez pas imiter le bon exemple? C'est le bon exemple. Mais oui, c'est un exemple. C'est un exemple. D'accord, merci beaucoup, Jules. Nous allons rapidement faire un bref dernier tour de table. Si vous n'êtes pas bref, je vous prendrai brutalement la parole parce que nous n'avons plus de temps, 30 secondes ou alors 40 secondes chacun. Nous savons que le Burkina Faso certainement vit désormais avec la menace. Quelles sont les mesures que doit prendre le pays justement pour désormais vivre avec la menace au quotidien, ou alors pour éradiquer, couper ce mal à la racine, celui qu'ils connaissent désormais, celui du terrorisme. Rapidement, nous allons du côté de N'Djamena, donner la parole à M. Kamalo Salif Tourabi. Une quarantaine de secondes, moins d'une minute, rapidement, M. Kamalo. Merci M. Alain, merci tous les intervenants qui ont donné vraiment des interventions très brillantes par rapport au sujet. Et moi, je voudrais vous dire tout simplement que la situation au Burkina Faso, le mal du Burkina Faso actuel, c'est parce que c'est Roch Marc Christian Kabore qui a été élu. Et là, il y a une certaine nervosité du côté de Blaise Compaoré et c'est là, Salif Diallo, Simon Compaoré qui est l'actuel ministre de l'Intérieur, et Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale, Roch Marc Christian Kabore, qui est le président du Faso aujourd'hui, qui était vraiment le cercle vicieux de Blaise Compaoré. Donc, Blaise Compaoré aujourd'hui, il n'a pas digéré la prise du pouvoir de Roch Kabore, puisque
C'est à cause de ça, hein, c'est à cause de ça que la menace est quand même, elle est pressante sur le Burkina Faso. Et je pense que si l'élection a été portée sur le parti sankariste, qui a été longtemps opposant au régime de Blaise Compaoré, ces menaces-là ne devaient pas se présenter sur le terrain, sur la politique burkinabé. Bref, maintenant, comment en arriver pour régler cette situation? Franchement, ça serait un problème très perplexe, très difficile, parce que M. Roch Christian Kaboré ne peut pas faire la politique de Blaise Compaoré parce qu'il est élu par le peuple. Lui, il aimerait souvent être dans la logique de son peuple. Et lorsqu'il est dans la logique de son peuple, comme venait de dire, l'analyse pertinente du président Bandakani et les autres frères, vous allez bien comprendre qu'aujourd'hui, la France est en train de jouer et les autres frères, vous allez bien comprendre qu'aujourd'hui, la France est en train de jouer que le mouvement national de la libération de la Zawad, qui est le MLA, devait être éradiqué sur le coup lorsque les groupes français étaient venus sur le terrain. Mais malheureusement, la France avait entretenu ce mouvement et c'est aujourd'hui à partir de ce mouvement que ces problèmes d'insécurité, d'instabilité règnent sur le Mali, règnent sur le Burkina et doivent régner sur l'ensemble de la sous-région ouest africaine. Et malheureusement, ils ont attaqué les Moudjahos, ils ont attaqué les autres, mais ils ont laissé MLA qui devient maintenant une porte d'entrée au groupe djihadiste. Je vous en remercie. Il faudrait que... Merci. Merci, hein, Monsieur Kamalo Salif Tourabi. Nous devons prendre le point de vue de Luc Michel également, mais avant, nous allons faire le tour de N'Djamena, justement, avec le professeur Sitak. Vous avez la parole, professeur. Oui, merci Alain Michel. Non, je pense que ce qui se passe au Burkina est symptomatique mais aussi très prophétique. Je pense que ce n'est pas seulement une question burkinabé. Nous avons écouté les analyses des uns et des autres. Il y a quand même je veux dire quand même, il y a quelque chose qui se dégage de manière récurrente, c'est que on a entendu ça et là que le Burkina Faso a parrainé plusieurs rébellions, a rencontré beaucoup de gens, a eu un carnet d'adresses, etc. Tout ça. Si on accepte, n'est-ce pas, cette révélation-là, il faut quand même noter que le Burkina Faso a parrainé aussi beaucoup de rébellions en Afrique, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais même en Afrique centrale. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ce qui se passe là. C'est-à-dire, je pense que les Africains devraient plutôt, comme quelqu'un l'a dit là tout à l'heure du côté de Douala, au lieu de rester là accusé, je pense qu'ils devraient plutôt s'organiser, faire en sorte à barrer la route, n'est-ce pas, à tout ce qui se passe là, qui se trame là, qui n'est pas simplement un complot, comme dit Jules, pas simplement pour le Burkina, mais également pour toute l'Afrique. Alors, comment faire? Et je vais terminer par là, je vais sortir par là, lieutenant. C'est comment faire, et je pense que c'est la grande question, comment faire la pâte avec du vieux levain, j'ai envie de dire, et je pense que la balle est non seulement dans le camp de Compaoré, mais je pense que Roch devra, n'est-ce pas, montrer aux hommes intègres du Burkina Faso et à tous les panafricanistes que son refus de la forfaiture, je veux dire de la dictature, n'est pas simplement une pure coïncidence. D'accord, merci beaucoup, professeur Sitak, pour cette intervention. Rapidement, Luc Michel, sur la question, directement, quelles sont, selon vous, les raisons pour lesquelles le Burkina Faso a été attaqué récemment? Luc Michel. Pourquoi le Burkina Faso a-t-il été ciblé? Il faut tout d'abord constater une chose, c'est que le Burkina, c'est un pays qui est victime de manipulations extérieures, et je vais dire lesquelles évidemment, celles des pays occidentaux. Il y a deux raisons à ce qui s'est passé à Ouagadougou. L'une est propre à la recolonisation de l'Afrique, l'autre est propre aux organisations djihadistes. La première raison, évidemment, c'est la mainmise des USA sur le nouveau régime du Burkina Faso. C'est eux qui ont piloté le processus de transition avec le Romlich, le lieutenant-colonel devenu général de division Zida, formé, je le rappellerai toujours parce qu'on l'oublie,
à l'école de la CIA en Floride. C'est un officier américain et aujourd'hui il s'apprête à devenir le super ambassadeur du Burkina Faso à Washington, où il va jouer un rôle clé dans le contrôle du nouveau régime. Derrière tout ça, il y a eu le putsch de Diendéré. Qu'est-ce que ça a été le putsch de Diendéré? Ce sont des officiers pas très intelligents qu'on a manipulés pour les pousser à ce coup d'État qui n'avait aucune chance d'exister, ce qui a permis d'une part, on ne sait pas très bien si ce sont les Français ou les Américains, mais d'équiper lourdement une partie de l'armée, celle qui a repris le contrôle de Ouagadougou, et de se débarrasser de ce régiment de sécurité présidentielle qui était caricaturalement trop lié à l'ancien régime, mais rappelons-le quand même, qui a amené au deuxième jour de la révolution burkinabé qui était confisquée le lieutenant-colonel Zida au pouvoir, qui a protégé la mise en place du régime de transition, qui a protégé la libéralisation, elle a déjà été effectuée, de l'économie burkinabé. L'armée aujourd'hui, c'est une armée désorganisée qui va être remaniée sous une double coupole, d'une part sous le contrôle organisationnel de l'Africom américain. C'est déjà le cas de nombreuses armées africaines, notamment au Kenya, en Ouganda ou en Nigeria. On se rappellera en mars 2015 la grande convocation de généraux de 43 pays africains à Dakar, où on les a vus se mettre au garde à vous devant la bannière étoilée, tout un symbole. J'aurais aimé à l'époque qu'on parle de tout ça et pas de choses plus secondaires. L'autre, évidemment, parrain de cette armée, ça va rester l'armée française, mais plus avec la mainmise sur le pays qu'elle avait avant. Il y a un scandale, évidemment, qui est intervenu lié à cette armée française. C'est la révélation, il y a quelques jours, des accords militaires entre la France et le nouveau régime du Burkina Faso, qui font des troupes françaises au Burkina un État dans l'État, soustrait, même en cas de meurtre de citoyens burkinabés, aux lois du pays des hommes intègres. C'est une des raisons aussi des attentats et de la façon dont ils sont théâtralisés à Ouagadougou, c'est que pendant qu'on parle du djihadisme, on ne parle pas évidemment de ces accords. C'est ce qui se passe aussi en France par exemple ou en Belgique, où le grand théâtre de la pseudo-guerre au terrorisme cache évidemment la faillite économique et politique des régimes belgicains et du régime hollandais. Alors Luc Michel, et l'autre raison du ciblage que vous évoquez, est-ce qu'il s'agit de celles liées aux djihadistes eux-mêmes, Luc Michel? L'autre raison des attentats, ce sont les djihadistes eux-mêmes. C'est un fait sur lequel je n'ai jamais entendu sur un plateau d'Afrique Média quelqu'un débattre, mais c'est la rivalité entre les deux grandes organisations djihadistes. L'organisation montante qu'on appelait jadis Daesh, qui est aujourd'hui de facto l'État islamique, avec ses vassaux, les Émirats de Sirte en Libye, de Sabrata en Libye, avec son plus grand vassal, Boko Haram, qui ne s'appelle plus Boko Haram, je voudrais quand même insister là-dessus, qui s'appelle maintenant l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Que ça plaise ou pas à certains analystes, c'est la réalité. L'autre organisation, c'est celle évidemment qui a connu une période de décadence en raison même de Daesh, c'est Al-Qaïda. Al-Qaïda dispute depuis maintenant une année le djihadisme saharien et subsaharien, ce qu'on appelait AQMI, mais aussi d'autres formations, comme Al-Mourabitoum, qui est l'autre, qu'on appelait AQMI, mais aussi d'autres formations, comme Al-Mourabitoum, qui est l'auteur réel des attentats de Ouagadougou, leur formation de Mokhtar. Ces gens ont fait allégeance de nouveau à Daesh, AQMI est rénové, et Mokhtar Ben Mokhtar a lui-même un gigantesque territoire sous son contrôle, qui va en triangle de la ville de Cheba, dans le sud saharien libyen, jusqu'aux frontières du Maroc et de l'Algérie. La rivalité de ces gens, elle s'exprime aussi dans le domaine du terrorisme. Il faut, pour recruter, pour obtenir des financements, des aides, pour rallier d'autres groupuscules, il faut montrer qu'on est le plus actif, qu'on est capable de frapper. Al-Qaïda, AQMI devait montrer qu'il avait la même capacité de nuisance et d'effroi des Occidentaux que Daesh. Et
c'est pourquoi il a frappé à Ouagadougou. Pourquoi à Ouagadougou? Tout simplement parce que les dirigeants du djihadisme, que ce soit Daesh ou Al-Qaïda, moi je ne les méprise pas. Je suis pour leur annihilation, mais il ne faut pas mépriser l'adversaire généralement on perd la guerre. Ce sont de fins stratèges. Ils l'ont prouvé dans les années 80 en Afghanistan, dans les années 90 en Bosnie, en Somalie ou au Soudan par exemple. Ils l'ont prouvé dans les années 2000 évidemment, avec les attentats du 11 septembre ou les récents attentats contre Charlie Hebdo ou Paris. Eh bien, ils ont vu un pays déstabilisé, avec un régime faible, avec une armée en cours de réorganisation, des services de sécurité tout aussi désorganisés que l'armée, et ils ont frappé. Alors, pour sortir définitivement, Luc Michel, on évoque aussi dans certains médias la piste Soro, Guillaume Soro, le très controversé président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Dites-nous quelque chose là-dessus. Je voulais quand même dire une chose, pour terminer, c'est que certains maintenant évoquent une piste qui est consacrée à celui qui, pour une poignée de journalistes français et une poignée de journalistes africains est devenu le diable, c'est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. On accuse Guillaume Soro de tout et de rien. Vous noterez quand même quelque chose. Il a été accusé d'avoir des liens avec ACMI, n'importe quoi. Moi, dans les années 80, on m'accusait d'être le patron d'une organisation d'action directe en Belgique qui s'appelait les cellules communistes combattantes. J'avais pas de rapport avec eux. Bien, c'est la même chose avec Guillaume Soro. Lorsqu'on cherche un bateau pour battre un chien, on le trouve. Il faut quand même noter quelque chose. Les gens qui lancent tout ça, ce sont des gens qui sont liés à Jeune Afrique, à RFI, à France 24, au bureau de presse du Premier ministre Valls. Il est quand même curieux, pour ceux qui reprennent ces accusations, de voir des gens qui dénoncent dans tout le reste de l'Afrique, à juste titre, comme des radios, des médias, des télévisions du colon, RFI, France 24, Jeune Afrique. Lorsqu'on attaque Guillaume Soro, on reprend tout pour argent comptant. Qu'est-ce qui appuie évidemment ma réfutation de cette histoire abracadabrantesque, comme dirait Jacques Chirac? C'est très simple. Il y a un autre homme qui partage mes analyses. J'étais avec lui sur le plateau de la télévision d'État francophone iranienne Sahar TV ce mercredi. C'est l'ancien ambassadeur d'Iran à Ouagadougou, Hassan Ali Bakshi. C'est le meilleur connaisseur en Iran, mais dans le Proche-Orient, de l'Afrique et du Burkina Faso. Hassan Ali Bakshi a dit lors de cette émission, il a parlé après moi, il a confirmé que mon analyse était correcte et que la rivalité entre Daesh et Al-Qaïda était la clé des attentats de Ouagadougou, avec la mise en suggestion par les États-Unis du pays. Après ça, je voudrais simplement, pour chuter, dire qu'il faut analyser une situation, ne pas la voir avec des oreillettes ou une rancœur, et ne pas vouloir chercher des coupables où ils ne se trouvent pas, alors qu'ils sont devant nos yeux de façon évidente. Merci Luc Michel. Les vrais coupables sont devant nos yeux de façon évidente. Alors, il faut arrêter de les chercher là où ils ne sont pas. Il était important que nous prenions votre point de vue sur ce sujet. Bonsoir mes frères sur le plateau. Les Africains doivent désormais agir autant pour moi et aider les pays attaqués par l'Occident, car ils utilisent les manipulations et le terrorisme pour détruire les Africains. Et nous, de la génération Android, il reprend là le propos de notre cher ami Jules Ndiaoui, n'allons pas laisser faire, car désormais ils sont lisibles. C'est Mayer Phoning qui nous écrit. Voilà, nous allons très rapidement, Célestin Diamène, rapidement. Oui, Alain Michel, je crois qu'il y a un débat de fond qui s'élève sur cette question du Burkina Faso. Il est important de traiter les sujets par la base. Parce que je considère que quand il y a un problème, c'est les causes les plus profondes qui nous intéressent. Je veux dire simplement une chose. Et prendre une métaphore. Quand une maman qui vient d'accoucher a le lait qui est gâté, le bébé aura une réaction instinctive de ne plus consommer ce lait, même s'il s'améliore par la suite. Ça veut donc dire, et je reviens sur un point fondamental, même s'il s'améliore par la suite.
Savon dit, et je reviens sur un point fondamental, les éventuels futurs panafricanistes me semble être un enjeu particulièrement important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que regardez le cas du Japon par exemple. Il y a important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que regardez le cas du Japon par exemple. Il y a le confucianisme. Et ils s'en trouvent mieux. Ils s'en trouvent mieux comme ça pour eux. Ils ont cette culture-là. Ils ont cette culture-là. Regardez par exemple, je ne vais pas caricaturer. Prenons par exemple, si vous voulez vous battre contre le groupe Castel ou contre le groupe Lafarge. 10 secondes, rapide. Vous commencez par vous battre contre les petits détaillants des brasseries du quartier. Parce que si vous coupez, n'est-ce pas, les herbes, vous leur coupez leurs clients potentiels qui font leur richesse dans les quartiers, eh bien, ils n'auront plus de clients. Donc, ils ne pourront plus fournir. Je prends un exemple très simple au Cameroun. Vous avez à Bafoussam. Les Chinois ont envahi pratiquement tous les pays d'Afrique, toute la ville du Cameroun, sauf Bafoussam. Parce qu'ils sont convaincus que leur bonheur ne viendra pas par les Chinois. C'est un exemple que je prends. C'est une réalité également. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, si nous voulons pas nous attaquer, quelqu'un dit ici qu'il faut exécuter les Fingons. Je n'irai pas jusqu'à l'exécution des Fingons. Mais sachons que l'arme la plus terrible, l'arme de destruction massive contre l'évolution de l'Afrique, c'est ce fingonisme. Ce sont les Fingons. C'est-à-dire que les gens, vous avez vu, Merci, le Mumba, Célestin, je termine en disant, c'est très important ce que je dis. Quand on nous demande quels sont les Africains qui ont trahi l'Afrique, l'Africain est un ennemi pour l'Afrique. D'abord, j'ai dit que le premier ennemi pour l'Afrique, c'est l'Africain. Le premier. Donc, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Qui a tué Lumumba? Ce n'est pas un Africain. Qui a livré Maï Matip, ce n'est pas un Africain. Qui a tué Sylvanus Olympio? Ce n'est pas un Africain. Qui a tué Thomas Sankara? Ce n'est pas un Noir. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que notre travail primordial, c'est d'abord les valeurs que nous devrions inculquer aux Africains. Le travail primordial, c'est d'abord les valeurs que nous devrions inculquer aux Africains. Merci, Djamène. Père Sadio, rapidement, 30 secondes. Moi, vraiment, je crois que M. N'Djamène, comme l'a dit M. Bandakani, devait dire certains Africains. Parce qu'à beau dire, si tu es né à Paris et que tu es de la famille Sadio et que tu veux venir à Djibana, il va falloir que tu demandes à un habitant de Djibana où est la maison de Sadio. De ce côté, c'est un Africain pour accompagner un autre. Maintenant, M. N'Djamène, nous n'avons rien demandé à ces gens-là. Ils nous ont trouvés tranquilles, avec nos fruits de brousse, on vivait de chasse et de pêche, tranquillement, parce qu'ils ne nous ont pas appris à faire le filet de pêche, ou bien à faire la flèche, parce qu'ils ne nous ont pas appris à faire le filet de pêche, ou bien à faire la flèche. On avait nos forgerons qui faisaient ça. Ça, c'est un cas. Donc, mais il a fallu qu'il montre des pacotilles, le miroir par exemple. Tu le Burkina où on est. C'est le message qu'on a envoyé à Rock. Si tu n'es pas avec nous, on t'enverra d'autres en sardine et d'autres qui. Parce que MNLA, je le dis à haute voix, c'est la création du Quai d'Orsay. C'est la création du Quai d'Orsay. Autant nous on réfléchit à autre chose, eux ils font des réunions chaque semaine en ce qui concerne l'Afrique, comment nous allons faire pour survivre à leur arrogance et tout ça. Merci, tout ça. merci Père Noah Sadio. Nous allons, malheureusement, nous n'avons plus de temps, nous allons très rapidement passer au prochain sujet qui, je pense, ressemble au premier. Donc ceux qui auront des choses à ajouter le feront par la suite. Nous parlerons de la France-Afrique, nous parlons tout de suite de France-Afrique. Pour nous poser la question à savoir comment comprendre les relations entre la France et l'Afrique en ce XXIe siècle, mais à la lumière de l'incident diplomatique déclenché par le Premier ministre français Manuel Valls avec le Gabon. Vous avez été au fait de cette actualité. Nous prenons l'élément qui prend le décor et puis nous venons en discuter. À tout de suite. Parce qu'il n'est pas élu Ali Bongo finalement? Non, pas comme on l'entend. L'axe Paris-Libreville est à nouveau sous tension. Selon le Premier ministre du gouvernement socialiste français Manuel Valls, Ali Bongo Ondimba, l'actuel homme fort du Gabon, serait mal élu. En effet, répondant à la relance non invité sur le plateau de la deuxième chaîne de télévision française, France 2,
Le chef de gouvernement français n'a pas hésité à affirmer qu'Ali Bongo n'était pas un président élu, du moins pas comme on l'entend. La goutte d'eau de trop, qui une fois de plus fait déborder le vase des relations politico-diplomatiques entre la métropole et son ancienne colonie, dont la réaction immédiate fut le rappel de son ambassadeur et haut représentant, Germain Ngoyo Moussavou à Libreville, pour consultation. Des sources bien introduites laissent entendre que ce rappel en consultation pourrait durer une quinzaine de jours ou beaucoup plus. De même, on ne sait pas si la visite économique du Premier ministre français prévue à Libreville dans la deuxième quinzaine du mois de février est maintenue. Manuel Valls devait en effet effectuer une visite de 48 heures dans la capitale gabonaise, accompagné de nombreux chefs d'entreprise françaises. Ce n'est pas la première fois que les relations entre les deux pays sont mises à mal de la sorte. En effet, déjà dans un documentaire titré « France-Afrique, 50 années sous le sceau du secret », signé par Patrick Benquet et diffusé en décembre 2010 sur France 2, des personnalités françaises, de droite comme de gauche, avaient édifié l'opinion française sur ce qui s'était passé en 2009 lors de cette présidentielle. On a inversé les résultats au bénéfice d'Ali Bongo, avait déclaré alors un ancien conseiller Afrique de l'Élysée. Ensuite, il y a eu le scandale payant fin 2014, l'épisode de la confiscation fin février 2015 de l'avion présidentiel gabonais à Paris, officiellement à cause d'un litige commercial avec un sous-traitant aéronautique suisse, puis celui de la mise en garde à vue du directeur de cabinet de Bongo Fils en août de la même année. Ainsi, cette sortie du Premier ministre français est un énième incident du genre qui jette un froid sur les relations franco-gabonaises depuis la cession d'Ali Bongo Ondimba à la magistrature suprême et remet par ailleurs au goût du jour la question de la France-Afrique. Eh bien, nous sommes en plein débat, même après, même hors plateau, hein, le débat se poursuit ici autour de moi et je m'en réjouis, hein, parce que c'est ça également l'ambiance ici tous les dimanches. Beaucoup de néologismes hein, aujourd'hui, fingonisme, je ne sais pas si on dira androïdisme, je ne sais pas. Tout à l'heure, les auteurs même de ces propos vont s'exprimer là-dessus. Nous sommes en train de parler maintenant de France-Afrique. Tout d'abord, au Gabon, il y a eu un incident qui a défrayé la chronique tout au long de la semaine écoulée. Manuel Valls qui prétend, ou alors qui dit, hein, qui avoue, je ne sais pas si c'est un aveu, là je me laisse aller, je ne voudrais pas avoir dire des choses subjectives là-dessus, mais qui a dit sur un plateau de télévision que Ali Bongo Ondimba, le président du Gabon, n'avait pas été élu comme on l'entend. Ce sont là ses propos pour les reprendre exactement. Comment comprendre les propos du Premier ministre français? Lapsus ou aveu? C'est la question que j'aimerais poser tout de suite au président Bondekani sur le fait. Lapsus ou aveu? Ce n'est pas un lapsus. Quand vous écoutez d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'un Premier ministre, comment est-ce qu'un Premier ministre vient sur un plateau. Il faut faire attention. Un Premier ministre a un service spécialisé de communication. Il ne va pas sur un plateau n'importe. Vous n'invitez pas un Premier ministre sur un plateau n'importe comment. Non, pas du tout. Si on dit ça, c'est pour tromper les enfants. Généralement, les sorties des Premiers ministres sont quadrillées. C'est eux-mêmes qui les organisent. Ils programment. Donc, M. Valls allait délivrer un message. Un message de la France à l'égard de M. Ali Bongo. C'est comme ça. Et il y a des faits, il y a des précédents qu'on peut convoquer pour justifier ça. Il y a l'affaire payant, il y a l'affaire des biens mal acquis, il y a l'affaire de l'avion du président. Il y a beaucoup de faits qui montrent que il y a une trame géopolitique. Il y a une trame géopolitique précise qui justifie, qui corrobore, qui donne du sens à la sortie de M. Manuel Valls. C'est clair. Dès lors, la théorie de quiproquo dans ses propos. Non, il faut évacuer ça. Il faut évacuer ça. Mais avant de continuer, moi je voudrais faire certaines précisions quand même. Moi je voudrais quand même dire qu'entre panélistes, il faut qu'on se respecte. Lorsque notre frère et ami Luc Michel, que nous aimons beaucoup, il dit que tous ceux qui parlent de Guillaume Soro répètent RFI, répètent France 24, Jeune Afrique, c'est pas sérieux. Pourquoi? Ces mêmes radios, ces mêmes médias ont porté M. Guillaume Soro au pouvoir. Ce sont ces mêmes médias qui faisaient sa promotion. Et à ce moment-là, quand ces médias faisaient sa promotion, c'était quoi? M. Guillaume Soro était donc quoi? Il faut qu'on soit sérieux. Si on veut défendre quelqu'un, qu'on ait les arguments.
Il ne faut pas dire les choses comme ça. Donc, il y a des faits concomitants qui montrent que, pour l'instant, les gens ont le choix. M. Guillaume Soro n'est pas digne d'être soutenu. Jusqu'à preuve de compte, il n'est pas digne. Aucune tactique, je dis aucune tactique dans le cas ivoirien ne démontre pas que Guillaume Soro peut être soutenu. Pourquoi? On va nous faire croire que Guillaume Soro... Même si nous ne sommes plus sur ce sujet, Président Bandakani. C'est la même logique. La même logique. La même logique, la France-Afrique. Dans la France-Afrique. Oui, c'est la France-Afrique. Parce qu'on veut faire croire à l'Africain. Et c'est là où, une fois de plus, mon ami Diam et moi, on peut se choquer. Parce que maintenant, à cause de ça, on veut faire croire que Guillaume Soro est le patron de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il engage une démarche, ça va changer la Côte d'Ivoire. Mais bon sang, c'est un fingon ou ce n'est pas un fingon? Bon, que Diamel m'excuse, je vais lui payer le droit d'auteur après. Mais est-ce que c'est un fingon ou c'est pas un fingon? Depuis quand un fingon est patron? Ah, de bonnes intentions. Depuis quand non? Depuis quand un fingon est patron? Et dans le cas, peut-on dire encore bien que Guillaume Soro est patron? Mais il faut pas insulter l'intelligence universelle. Donc il faut qu'on se respecte. Donc quand j'ai dit ça, je reviens sur le problème de cette affaire. J'étais en train de dire que le problème gabonais, ce problème gabonais-là, c'est qu'on peut le lire de deux façons. Il y a une dimension absolue et une dimension relative. La dimension absolue, c'est quoi? C'est que nous avons là la symptomatisation de la réalité des relations France-Afrique en ce 21e siècle, dans un monde qui se dit civilisé. Et il y a une deuxième dimension qui est la dimension relative, à savoir des querelles de famille, excusez-moi, une satrapie qui perdue, qui ne veut pas s'émanciper, et une métropole qui ont eu des querelles de famille qui se sont arrangées. Si on privilégie ce facteur-là, on n'en parlera pas. Mais nous ne pouvons pas s'empesantir dessus. Les querelles de famille France-Gabon sont vieilles, comme la France-Afrique. Bien sûr. Comme la France-Afrique. Elles sont trop vieilles. Il fallait passer le réconcilier. Manuel Valls sera reçu en février. Ils sont même déjà réconciliés. Voilà, il sera reçu en février. Mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la dimension absolue, à savoir, que peut signifier dans un monde aujourd'hui un tel propos venant de la part d'un premier ministre d'un pays soi-disant une puissance internationale? C'est la question fondamentale. Et ça pose quoi pour moi? Nous sommes là devant la manifestation et l'affirmation du fait que la France est le dernier empire colonial de la planète. Et je vais m'expliquer. Qu'est-ce qu'un empire? Un empire, c'est un pays qui bâtit sa puissance en faisant d'autres pays des satrapies, des colonies. C'est ça l'empire. Voilà le concept de l'empire. Et cet empire-là va exercer son impérium politique sur ces nations-là, en les vassalisant, en leur ôtant toute personnalité. Il va en faire des réservoirs d'esclaves pour l'enrichissement de la métropole. C'est ça le concept de l'empire, aussi vieux que le monde monte, depuis Rome. Est-ce qu'aujourd'hui la France est un empire, oui ou non? 1. Elle a confisqué les réserves monétaires de ces pays-là. 2. Elle a des accords spéciaux qu'elle liés à ces pays qui n'ont aucune valeur juridique, puisque ce sont des affaires secrètes. 3. Elle a des bases militaires dans ces pays. 4. Et c'est le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, elle nous ramène 50 ans en arrière, en ramenant ces pays dans des relations de tutelle. C'est ça qui est grave. Or, est-ce qu'aujourd'hui, après la SDN, la Société des Nations, qui avait confié à l'ONU des pays africains dans ce qu'on appelle le mandat de tutelle, je ne vais pas insister sur le cas spécial du Cameroun et le Togo, on ne va pas dessus. Alors, la tutelle là, qu'on a confiée à l'ONU, et après l'ONU a pris, et l'ONU, sa pierre angulaire, je le répète, de l'ONU c'est quoi? C'est la souveraineté des nations. C'est quand même le projet de décolonisation, le parachèvement de ce projet qui a fait l'ONU. Mais aujourd'hui, comment est-ce que le système international, le droit international ferme les yeux sur l'existence du dernier empire colonial de la planète? Quel sens peut-on encore accorder au droit international? Est-ce qu'il y a encore du droit international? Est-ce que l'ONU, ça vaut la peine? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Donc le débat est là. C'est parce que la France est le dernier empire colonial qu'un premier ministre français peut se permettre de parler comme ça d'un pays qu'on dit souverain. Puisqu'à l'ONU, il y a un drapeau du Gabon. Et quand le président Bongo y va, il est aussi comme chef d'État. Sauf si on a affaire à une comédie internationale qui consacre l'esclavage. Donc si ce monde est un, si le monde entier est un, mais quand même, ça c'est un problème qui doit être posé sur la table de la conscience internationale. Et si l'ONU a un sens, il faut en parler de ce problème-là. Donc moi, c'est de ça qu'il s'agit. Alors ceux qui ont longtemps dit, Afrique Média c'est une chaîne d'aboyeurs, ils sont restés en 1960, qu'est-ce qu'ils vont encore dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vont encore dire? Ce n'est pas nous qui avons dit à M. Manuel Valls de parler comme ça. Ce n'est pas Afrique Média qui a dit à Manuel Valls de parler comme ça. Manuel Valls a parlé comme ça parce qu'il sait qu'il parle des Africains qui sont le marchepied de la France. Je suis désolé de le dire. Ce n'est pas nous qui inventons ça. Alors, je ne vais pas insister sur, sur le fait que, alors, cette affaire-là, voilà une émission très, très déontologique. Voilà une émission très déontologique. Vous devez aller faire les cours de déontologie là-bas.
Parce qu'un premier ministre peut venir parler comme ça d'un pays africain et ce n'est pas un cas déontologique. Il n'y a pas de déontologie là-bas. C'est normal. Non, je vous dis que c'est... J'ai dit qu'aller faire un cours, allez là-bas pour apprendre la déontologie. Parce qu'elle a une sortie très déontologique du Premier ministre français. Alors quand nous on connaît comment les médias fonctionnent, on sait que c'est organisé. Et là c'est le stade suprême de la déontologie. Donc je dis que les déontologues professionnels, il faut qu'ils aillent là-bas apprendre encore comment faire la déontologie là. Parce que là c'est un bon cas de déontologie. Donc j'étais en train de dire, oui, vous voulez poser une question? Non, pour chuter. Voilà, donc j'étais en train de dire, j'étais en train de dire que ce n'est pas nous qui avons organisé ça. Bien sûr. C'est venu nous trouver comme on dit au quartier. Nous avons là la manifestation de l'Empire. Il y a des rapports d'Empire entre la France et les pays africains. Est-ce que pour le monde c'est une interpellation? Est-ce que pour le monde c'est un sujet de réflexion? Est-ce que ça interpelle la conscience internationale? Est-ce que l'humanité s'est battue à lutter contre le colonialisme et s'est vanté d'avoir libéré les nations du colonialisme? C'était la vantardise des Américains avec le projet Atlantique sous Roosevelt. Wilson, ils s'en vantaient, les Américains s'en vantaient. Nous sommes la nation de la décolonisation. Mais que dit l'Amérique aujourd'hui? Est-ce que l'Amérique est concernée par les relations qui lient la France à l'Afrique? Que dit les États-Unis? Que dit le monde? C'est un débat sérieux. Est-ce que l'humanité s'est battue contre la colonisation pour que la France vienne reproduire 50 ans après le colonialisme à visage ouvert comme ça devant tout le monde entier? Que valent les valeurs de lumière que les Français ils se vantent tant? Que valent les droits de l'homme quand ça s'arrête à la porte de l'Afrique? C'est le débat qui est en jeu. Le reste, c'est pour nous distraire. D'accord. Nous parlerons, vous nous avez déjà plongé là, dans les relations de la France avec l'Afrique, les colonies africaines. Aujourd'hui, nous parlons de France-Afrique. Quelles sont les relations de la France, ou alors entre la France, pour parler mieux, et ces colonies africaines? Nous parlons bien là de France-Afrique. Qu'a apporté la France-Afrique de positif jusqu'ici à l'Afrique? Vous avez déjà commencé à jeter un pavé dans la mare là-dessus. Rapidement, Père Noisset. M. Bandakani m'a assuré le bonheur pour la journée. Parce que j'ai regardé ce M. Valls hier. Par mégarde, je zappais sur la télévision, je le vois à une télé, TV5, je vais le dire avec... Mais, tu vois, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de bon blanc. Il y en a peut-être. Hier, ça m'a un peu édifié. Il y en a d'assez bons. Les journalistes français qui étaient avec lui sont dignes d'éloges. Parce que de ce côté, la France, en général, les journalistes font leur boulot. Ce monsieur, qui n'est pas français, à 19 ans, il n'était pas français. 19 ans. Son père est en Espagne, en Catalane. Ce monsieur Valls. Aujourd'hui, je ne sais pas par quelle subtilité de l'algèbre ils ont fait de lui Premier ministre. Français. Et Premier ministre, mais c'est un monsieur arrogant. Excusez-moi du terme, c'est le Premier ministre d'un empire, comme le dit Bandakani. Mais ce monsieur s'est permis de dire des choses à la télé hier. Moi, je croyais que c'était dans un monde du XVIIe siècle. Napoléon total, ou bien Louis XIV. Il n'est pas bien, ce monsieur. Non. Comment vous pouvez dire... Et puis ça, c'est la faute des présidents comme Ali Bongo. Voilà un jeune frère que Afrique Média ici, nous avons défendu de tout. Ils se sont levés. Ils disent que Ali Bongo n'est pas gabonais. On a balayé ça d'une main de revers. Ali Bongo, ils se sont levés. Ils disent qu'il est mal élu. Nous avons voulu balayer ça de revers. Ali Bongo, ils ont... Mais tout ça, parce que ce monsieur Ali Bongo essaye de jouer à la chèvre et au chou. Je crois, hein, c'est l'animal refait le chou. Hein, le chou. Voilà. Mais de quel droit Emmanuel Valls se comporte depuis qu'Ali a dit qu'ils lui doivent l'argent du Total lui doit. Il a dit que les billes de bois n'iront plus entièrement en France. Il faut qu'on les traite au Gabon pour que les gens aient du boulot. C'est bien. Mais est-ce qu'Ali est sincère? Jusqu'à encore les invités, ils vont venir l'embobiner dans un carton. Est-ce qu'il a seulement le choix? Il a le choix. Il y a Afrique Média pour défendre ce choix. Hein? Ali Bongo, là vraiment je ne suis pas d'accord avec mon petit frère. Ali c'est un garçon plein de vie, plein de joie, bon guitariste dans son hôtel, dans son orchestre. Il venait en Afrique. Non, c'est vrai. Ali n'est pas méchant. Mais ce qu'il est en train de faire avec les Occidentaux, surtout les Français... C'est pour ça que je disais, peut-être dans une certaine mesure, il n'a pas le choix. Non, parce que Valls se lève, comme M. Bandakani dit, Valls ne doit pas aller dans cette télé sans le bon vouloir de ses conseillers. Mais il y a une femme qui l'a très bien savonné. Parce que non seulement ça, il a émis une idée raciste
d'enlever des nationalités à des gens et ce projet est en cours en France. Moi, mon oncle que je n'ai pas connu, Ousmane, d'après mon père, est utile à la France plus que Valls. Parce qu'il s'est battu pour la France. Il est rentré, on lui a refusé son argent au camp de Tcharaï. On a fusillé certains. On l'a ramené encore en Algérie pour aller combattre ses frères. Tout ça, il ne l'a pas demandé. Valls, je suis sûr que son géniteur n'a pas combattu pour la France. Non, c'est vrai, il faut dire les choses comme... Ces Valls-là ne veulent plus voir un Africain en France, surtout d'obédience religieuse, mais ils sont qui pour faire? C'est l'Afrique qui doit refuser. Parle à Ali Bongo, il vient, il lui dit non, pas vous. Peut-être notre Premier ministre, mais pas vous. Mais comme vous me dites, est-ce qu'il a le choix? Belle question. Peut-être que le Gabon a encore resté une autre sous-région de une énième région de la France, mais que ça finisse. Parce qu'on nous refuse, nous Africains, d'entrer au Gabon. Il faut toute une gymnastique de visa. Et Valls se comporte comme ça et il va entrer en France. D'accord. Ça m'offusque. Merci beaucoup, Père Noura Sadio. Quelqu'un d'autre qui a vécu cette actualité, c'est certainement vous, Stéphane Tchoumbou. Qu'est-ce que vous croyez qui était... Je ne voudrais pas que vous jouiez au médium, mais vous êtes un analyste politique. Et qu'est-ce qu'il avait derrière la tête, si ce n'était pas un lapsus, M. Manuel Valls? À votre avis, quel est le message qu'il voulait passer clairement, si seulement si ce n'était pas un lapsus? Ah ben justement, c'est... Est-ce qu'il y a un rapport avec les élections? Je ne sais pas, qui approche au Gabon. Est-ce que... Je ne sais pas, je me pose des questions. C'est là où ça devient très intéressant, votre question. Et ceux, justement, qui veulent observer cet événement au premier degré, se disant que c'est un lapsus. Cette émission, c'est une émission qui était préenregistrée. Elle n'était pas en direct. Donc on pouvait censurer déjà le passage de cette émission. On a laissé expressément passer ce message parce qu'en réalité, il y a un véhicule, un message qu'Emmanuel Valls est en train de C'était fait à propos. Manuel Valls, ce qu'il faut comprendre, c'est quand même des hommes du pouvoir politique français. Ils savent comment ça fonctionne, les relations France-Afrique. Ils savent l'enjeu qui arrive. Et ils savent par le passé, qu'est-ce qu'ils ont toujours utilisé? Ils ont toujours utilisé des médias pour la quête, pour la propagande. Or, vous le savez très bien, la propagande sont des techniques de manipulation de masse qu'on utilise pour des fins géostratégiques et des fins politiques, pour atteindre des buts. Donc, lorsqu'il sort ce message, en réalité, il est en train d'instrumentaliser, d'envoyer un message à une fraction de la population gabonaise, ceux qui vont rester dans la revendication, de leur dire que celui que vous aviez à la tête du Gabon est déjà illégitime. Donc, il ne faudra pas reconduire celui-là. En réalité, c'est une déstabilisation qui est en train d'être légitimée au niveau de la métropole qui est la France. Donc, on justifie ce qui va être fait. On donne donc cette caution, cette tension à ceux qui vont entrer dans cette frange pour porter cette revendication. Pour parler simplement, donc, il faut que tout le monde comprenne, voilà, tout a été fait exprès. Justement, tout a été fait, c'est organisé de manière scientifique et sincère. Donc, il sait ce qu'il est en train de faire. Ils savent, ils sont dans une démarche bien pensée, bien élaborée dans leur temps. Ils savent où ils veulent arriver. Parce que donc, venant d'un Premier ministre, ce serait quand même une grosse bavure. Venant d'un Premier ministre, on ne comprend pas. Je voulais rappeler que l'émission était déjà préenregistrée. Donc, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont toujours pris en contribution tous les médias pour le faire. Il faut toujours le savoir. Il ne faut pas qu'on s'égare. Mais pourquoi ils le font aujourd'hui? C'est là où ça devient très intéressant ce débat. C'est que la France ne va jamais supporter, dans ses relations avec son précaré, qu'un individu puisse se démarquer de la relation qui les établit. Et depuis un certain temps, vous avez le président Banakani a énuméré quelques. Avant cet incident qui s'est produit, il y a quand même d'autres incidents qui se font. L'avion qui a été, le directeur du cabinet civil qui a été retenu en France. Il y a plusieurs incidents qui sont des messages forts qu'on est en train de porter au niveau du Gabon. Donc, je ne pense pas que c'est un événement anodin, c'est un épiphénomène qu'on doit banaliser, mais c'est un projet bien organisé qui tend justement à déstabiliser le Gabon. Mais par ailleurs, moi j'aimerais dire aux Africains que la coopération France-Afrique est une coopération qui ne va jamais sortir l'Afrique dans cette lumière, qu'on ne doit pas croire. Mais il faudra aujourd'hui le courage d'un leader avisé. Et quand je parle du courage, ici ce n'est pas l'absence de crainte ou de peur, mais c'est l'audace d'affronter ce qui est craint. De temps en temps, la France a toujours cet élément à brandir l'épouvantail de la mort pour tous ceux qui sortiront de cette démarche-là. Non, mais plus jamais. Nous n'avons plus besoin des poltrons au niveau de nos États, mais nous avons besoin des hommes courageux qui pourront affronter de manière
avec la difficulté ou bien l'adversité qui se présente, qui pourront affronter cela et dire et dénoncer justement cette France-Afrique qui ne doit plus être reconduite. Donc, penser que la France-Afrique n'existe pas, elle existe. Nous avons le cas du Bénin aujourd'hui qui se présente. Vous êtes en train de voir au niveau du Bénin, où on a fabriqué quelqu'un dans un titan, on est en train de venir l'imposer au niveau du Bénin, qu'on l'accepte, que le milieu politique puisse l'accepter, parce qu'il vient justement remplir le projet de la France de repenser comment on va se redéployer dans cette Afrique aujourd'hui, qui a un sentiment anti-français. Et que j'aime bien le rappeler, ce sentiment n'est pas politique, ce sentiment anti-français, il est devenu sociétal. Et c'est là où ça devient très intéressant, parce que les peuples comprennent aujourd'hui quels sont ceux qui leur ont mis dans cet état de ne pas jouir de ce qu'ils ont comme richesse. C'est quand même paradoxal, cela. D'accord, merci beaucoup. Stéphane Tchoumbou, Monsieur Simon, votre point de vue. Merci, Monsieur Elna. Je voudrais dire 3 petites choses. Quand tu t'es battu si dur pour te remettre debout, ne retourne jamais auprès de ceux qui t'ont mis à terre. Ça, c'est très important. Quand je sors de là, je dis la chose suivante. Aujourd'hui, M. Val doit aller au Gabon, prétendument avec des investisseurs. M. Bongo va accueillir des investisseurs pour se retrouver pauvre et très endetté, parce qu'il n'apporte rien du tout. Il n'apporte rien. Et je m'en vais maintenant prendre un autre problème. Il faudrait que les gens sachent que l'Afrique, quand vous faites confiance totale à quelqu'un, sans aucun doute, à la fin, vous attendrez 2 résultats. Soit une personne à vie, soit une leçon à vie. Il faut que M. Bongo sache. Soit il va avoir une personne à vie, ou bien une leçon à vie. À lui le choix. Maintenant, je vais ailleurs. Je dis que nous avons affaire ici à des gens qui... Certains Africains, l'Afrique ne sera pas seulement détruite par ceux qui la pillent, la spolient, la meurtrient, mais aussi par ceux qui les regardent faire sans agir. L'Afrique doit prendre ses responsabilités. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui là, doivent savoir qu'ils ont une responsabilité. Si on regarde simplement les actes posés par l'Occident, sans réagir, sans rien dire, c'est qu'on est complice. Il faut qu'on fasse très attention, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé hier, on voit à quelle période Bolloré a pris le port de Kribi. À quelle période ils ont pris plein de sociétés par initiative dans ce pays. Ils ont toujours créé des incidents pendant la période où il y avait une négociation. Le cas de Boko Haram pour le port de Kribi est là pour nous témoigner. Il y a plein de cas de complicité. Et maintenant, vous vous rendez compte, il y a un problème, j'ai dénoncé tout à l'heure, un problème au port par la marine, où les gars sont en train de leur couper tous leurs avantages, simplement parce qu'il y a un individu peut-être manipulé par Bolloré justement, qui voudrait absolument foutre le bordel dans le port. Et ce monsieur se prête à leur jeu. Il faudrait qu'on fasse très attention, parce que l'Afrique ne doit plus être tranquille en regardant les actes que les gens ont posés. Quelqu'un parlait tantôt des Libanais. Il y a les Pakistanais. Il y a tous ces gens, les Indo-Pakistanais également, qui traitent les Africains comme des esclaves. Comme il a dit le président Bandakani. Il faut que tous ceux qui travaillent avec ces gens soient prêts à dénoncer, à porter plainte. Et si ça ne marche pas, qu'on nous dise parce qu'on va dénoncer. Il n'est pas question qu'on reste. Regarde cette histoire à distance sans réagir. Ce n'est pas possible. L'Afrique ne doit pas être le marchepied de certains individus qui souvent viennent en culot, sans sous dans les poches, et rentrent et deviennent des multimilliardaires. Ce n'est pas possible. Et je voudrais attirer l'attention des gouvernements africains sur un fait. Chaque fois que des sociétés viennent en Afrique pour s'implanter, il faut qu'ils exigent à ces sociétés qu'ils incorporent dans les sociétés des Africains qui doivent mettre leur capital là-dedans et surveiller la gestion de ces sociétés. Parce que sinon, on devient des esclaves, comme ça se fait partout dans les pays comme le Qatar, où on ne peut pas créer une société sans impliquer les nationaux là-dedans. Pourquoi on ne peut pas le faire en Afrique? Il faut qu'on mette un thème à cette histoire. Et ainsi de suite, la France, l'Afrique, ou bien tout ce que vous voulez, doit s'arrêter et l'Afrique doit retrouver son autonomie. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Simon. Nous prendrons les appels après Djamena. Nous voulons aller à Djamena, donner la parole à Monsieur le professeur Sitak. Toucher maintenant à la France-Afrique, s'il fallait l'expliquer peut-être, ce sont des choses qu'on n'enseigne pas forcément dans nos écoles. Voilà pourquoi on parle souvent justement du système éducatif africain. Peut-être qu'il faudrait réformer. S'il fallait l'expliquer en de termes très simples à un lycéen, que lui diriez-vous, Monsieur Sitak? Vous avez la parole.
Oui, merci Edna, merci Alain Michel. Non, je voulais simplement convoquer une sagesse chrétienne qui dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre le message. J'ajouterais que le message de Valls. Moi, ce n'est pas que ça soit dit par Valls qui m'impressionne. Vous savez, en France, tous les jours, que ce soit Jean-Marie Le Pen, que ce soit Marine Safi, que ce soit Sarkozy, Alain Juppé et tout le reste, ils répètent ces genres de messages-là tous les jours si vous regardez, si vous suivez la télé. Donc, je pense que ce n'est même pas un scoop, hein, comme diraient les journalistes. Hein. Ce qui me frustre dans tout ça, simplement, c'est que je pense que sa déclaration de Valls, c'est une insulte, hein, tout simplement. Je pense que c'est une insulte à non seulement l'intelligence africaine, c'est une insulte également à l'opposition gabonaise, et même une insulte même à tout le peuple africain de manière générale. Parce que, on le sait, en 2009, les voix se sont levées d'ailleurs pour dire clairement qu'Ali n'a jamais été élu. Et c'est la même France, n'est-ce pas, qui a dit le contraire. Donc on revient, n'est-ce pas, plusieurs années après pour dire ça sur une chaîne de télévision. Je pense que c'est une insulte qu'on ne peut pas accepter. Je pense que demain on va dire la même chose, que le Ouattara également n'a jamais été élu. Tout comme on pourrait dire la même chose à Congo-Brazzaville, au Cameroun, etc. Et les exemples sont multiples. Hein. On peut multiplier les exemples. Donc je pense tout simplement, c'est au genre de gens comme Ali et tout ça qui doivent comprendre tout ça. Et c'est au peuple gabonais justement de comprendre le message qui lui a été adressé. Moi, j'ai été 2 fois cette année au Gabon. Je vous assure que quand vous lisez la presse gabonaise n'est pas tendre avec Ali. Hein, et je pense pendant toutes ces années-là, Ali a dû affronter la presse gabonaise. Donc, même au Gabon, ce n'est même pas une nouvelle, c'est même pas un scoop. Vous comprenez un peu. Il n'y a que Valls lui-même qui se complaît dans ça. Mais je pense, en disant ça, c'est vraiment une insulte. Et je pense que c'est à ce niveau-là que s'il y a un message à donner aux lycéens, c'est simplement de leur dire qu'ils entendent seulement le message. Mais je pense qu'il y a même un lycéen qui n'est pas dupe. L'Afrique est mûre et je pense que tout ça vient nous rappeler que nous devrions, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai commencé à l'entame de cette intervention que nous devons arrêter, n'est-ce pas, d'aller chercher les... comment on appelle ça, pour les élections, d'aller chercher l'argent. Tant que les Africains ne comprendront pas qu'ils ont suffisamment d'argent en Afrique pour imprimer leur carte d'électeur, pour organiser leurs élections, surveiller leurs élections, observer leurs élections et conduire les élections, je pense qu'on perdra le temps. D'accord. Merci beaucoup, professeur Sitek, qui a vraiment dit ce qu'il avait et ce qui lui tenait à cœur, et qui a oublié ma question, que je vais peut-être renvoyer au professeur, à monsieur Kamalo Salif Tourabi. À ma connaissance, hein, on nous dit que l'expression France-Afrique est souvent utilisée de façon péjorative, justement, pour dénoncer l'action néocoloniale prêtée à la France en Afrique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette définition. Je ne suis pas d'accord avec cette définition. D'abord, je voulais vous faire l'historicité même de France-Afrique. Hein, c'est depuis 1958, quand la France avait une pression internationale sur les indépendances de ces espaces qu'elle a occupés, qu'elle a colonisés. Donc la France était obligée de mettre une cellule de l'Élysée qu'on appelait France-Afrique, gérée par Jacques Foccart. Et France-Afrique économique, France-Afrique militaire, France-Afrique politique, qui gérait nos présidents, nos ministres, leurs familles, leurs enfants, les économies de nos États. Où bon semble de faire dire que bon, ce monsieur ne semble pas bien être dans la vision de la France, il faut l'éliminer. On y va dans ce sens comme ce fut le cas des assassinats des tout premiers présidents en Afrique, y compris l'icône africaine de Sankara qui venait d'être assassiné en 1987. Donc, vous allez comprendre que la situation même des élections en Afrique cause un problème.
Aujourd'hui, nous sommes entrés dans un nouveau système qu'on appelle la biométrie électorale. Et cette biométrie électorale nous a été imposée parce qu'on nous a fait comprendre que nos États ne disposent pas d'état civil fiable. Alors, il faut aller dans le système biométrique. Et ce système biométrique, aujourd'hui, vous allez comprendre, si Valls s'est sorti pour dire ses propos malveillants, vous allez comprendre que les sociétés qui viennent nous fournir cette technologie viennent de la France. Mais le cas même de Gemalto, l'opérateur technique qui a confectionné le fichier électoral de 500 000 électeurs à hauteur de 40 milliards de nos francs CFA, ça a donné une polémique politique là-bas sur cette situation de ce fichier. Donc, lorsque ces sociétés occidentales nous confectionnent nos fichiers électoraux, ils disposent nos données électorales dans leur chancellerie. Et au soir des résultats, au soir des élections, quand les résultats tombent, au même moment, vous centralisez les résultats dans vos bureaux et au centre de compilation des résultats centraux. Et même en même temps, eux aussi sont en train de centraliser les résultats. Donc, lorsqu'une élection a été truquée directement, l'Élysée est déjà saisi, et l'Élysée est au courant que non, l'élection s'est mal tournée à la fraction de seconde au niveau de la centralisation des résultats. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi il faut beaucoup retenir ici que si aujourd'hui Ali Bongo, dans cette aventure avec Vaz-là, il veut les recevoir encore, c'est parce qu'il n'a pas de choix. Parce qu'en dehors de ce que Vaz venait de déceler, venait de dire, il y a d'autres faits qui sont encore cachés, que Vaz n'a pas dit. Donc il y a un problème qui ne marche pas. La situation du système France-Afrique existe toujours. C'est pourquoi depuis que nous avons soulevé la situation du franc CFA, quelle a été la réaction de nos chefs d'État africains aujourd'hui? Depuis que la sortie du président Idriss Déby Itno, depuis le 11 août 2015, aucun chef de l'espace francophone ne s'est levé, même accompagné la décision du président Idriss Déby. C'est parce que quelque part, ils sont mal élus, et quand ils sont mal élus, la France sait qu'ils ont volé les élections. Vous allez prendre Gemalto comme une société française. Vous allez prendre une société comme Morpho, qui est une société française qui a travaillé plusieurs pays de l'espace francophone où les résultats ont été contestés, ont été protestés. Et à la veille de la proclamation de ces résultats, ce n'est que des arrestations, les élections de violence que nous avons subies. Vous allez encore faire la lecture du discours de François Hollande en 2014 à Dakar. Son discours, il demandait à ce que les élections en Afrique se tiennent dans une forme de crédibilité. Cela poussait l'opposition africaine, cherchant la crédibilité de ces élections. Au même moment où la France nous impose ces élections, la France nous envoie ces sociétés qui viennent nous confectionner nos fichiers électoraux d'une manière ostentatoire, qui n'est même plus fiable par rapport à l'état civil que nos États africains disposaient. Donc franchement, il faut que nous puissions quand même faire une nouvelle redéfinition, une nouvelle lecture sur la situation de nos élections. Parce que les partenaires au développement de nos États, tels que les Nations Unies, tels que la France, tels que l'Allemagne, l'Union européenne, c'est eux qui financent les élections. Une partie, le pays prend en charge. La grande partie demeurait l'assistance technique électorale, c'est les partenaires au développement qui donnent. D'accord, merci. Je pense, Monsieur Kamalo Salif Tourabi, que vous étiez déjà tout à la fin de votre propos, message qui est très bien passé. Merci à vous. Nous allons très rapidement revenir donner la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé ici rapidement, parce que tout à l'heure nous irons en pause. Monsieur Célestin Diamène, il y a ici un commentaire que je vais vous lire. Vous me direz si vous êtes d'accord avec cette définition. C'est un retour documenté sur les 3 lignes de force. En fait, le commentateur dit que les 3 lignes de force supposées caractériser les relations franco-africaines d'un gouvernement à l'autre sont l'opacité de l'information, les crimes dont les Africains sont toujours victimes, les complicités des régimes africains. Oui. En fait, pour dire qu'il n'y a rien de positif, l'Africain ne gagne rien dans la France-Afrique. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. Mais bien entendu, puisqu'il n'y a pas de dignité quand on est dirigé par les autres.
La France-Afrique symbolise simplement un dominé et un dominateur. On le sait depuis très longtemps. Vous savez, je prends une métaphore footballistique parce que moi je suis ancien footballeur, j'adore le football. J'ai pratiqué, je pratique toujours. J'ai regardé, j'étais gamin, un match de football, Union Canon, la grande union de Douala, le grand canon à l'époque. À Yaoundé, finale de la Coupe du Cameroun. Deux clubs mythiques. Union menait 2-0 jusqu'à quasiment à 5 minutes de la mi-temps. 2-0 à Yaoundé sur le terrain de Canon. Union dominait le match avec un très remarquable Mbumbu Émile qui avait mis Abega dans la poche. Tout d'un coup, avant la mi-temps, Canon met un but. À l'époque, M. Mvé Emmanuel, ancien international camerounais, capitaine ayant notable dans les années 70, était vice-président du Canon de Yaoundé. Or, aujourd'hui, c'est connu. La petite amie de Mvé Emmanuel avait vu le matin Doumbélia François, pour s'en souvenir, et Ndjia René, défenseurs centraux de Lyon Douala, chez M. Mvé Emmanuel, vice-président du Canon, le matin du match. Ces deux-là, je peux le dire aujourd'hui, avaient touché de l'argent. Et donc, sur le terrain, des rentrées des vestiaires, on a vu le jeu de Canon, et l'entraîneur était aussi mêlé dans le coup, puisque finalement, la personne qui tenait l'axe défensif, c'était Mbouémil, qui a été sorti par l'entraîneur. Sous le hurlement du public d'ailleurs, qui venait de Douala. Et les deux buts de Canon sont venus comment? Un débordement sur l'aile gauche, retrait. René Ndjiak, pour ceux qui le connaissent, qui était assez grand, ne saute pas. À 2 reprises. Canon égalise et met le 3e but de la victoire. Ces deux avaient touché. Il y avait des fingons dans l'équipe. Qu'est-ce qui aurait été mieux de faire? Il aurait fallu... En plus, il y avait un doute à l'époque. À 14 ans, M. Monté, qui était président de l'Union à l'époque, avait reçu des fuites d'informations. Il appelait les deux joueurs, Nouméléa et Ngéa, leur demandait qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ces rumeurs sont fondées ou pas? Ils ont dit bien entendu que non. Ces rumeurs sont infondées. Mais il a laissé jouer les deux joueurs. Et voilà ce qui s'est passé. Union a perdu une finale de la Coupe du Cameroun à cause de 2 traîtres qui étaient dans l'équipe d'Union. On aurait mieux fait de les mettre de côté. Donc les plus dangereux, quand vous faites équipe ensemble, c'est les gens qui sont parmi vous. Moi, je veux dire simplement que l'histoire de Manuel Valls, ce n'est pas tant la personne qui a prononcé cette phrase-là qui est importante que la phrase elle-même. Ce que Valls se dit, il n'est pas le premier à le dire. Depuis Foucault, De Gaulle l'a dit. La France n'a pas d'amis. Elle n'a que les intérêts. Il est parfaitement logique que Valls ou les autres puissent venir défendre les intérêts de la France. Monsieur Ali Bongo est mis sous la souris parce qu'il semble vouloir diversifier le partenariat gabonais en appelant les Chinois, les Américains, etc. Ça ne plaît pas à la France. Donc il faut lancer les pics à la France. Vous comprenez? D'ailleurs, ce que Manuel Valls dit, nous le savions déjà. Ceux qui ont vécu les élections de 2009 avec André Baoban, paix à son âme, savent parfaitement que la France a l'habitude de manipuler les résultats en Afrique. Quand vous êtes au pouvoir et que vous ne servez pas les intérêts de la France, vous êtes rebelle par exemple au franc CFA, on fera tout pour inverser les résultats. Au Cameroun, on le sait, par exemple en 1992, M. Paul Biya était 3e sur la liste. On a inversé de la même manière qu'on a inversé les résultats au Gabon en 2009, on a inversé au Cameroun les résultats présidentiels. Est-ce que Manuel Valls n'accuse pas la France en le disant? C'est-à-dire, si M. Ali Bongo n'avait pas été élu comme il le devait, comme il le dit, qui l'a mis sur la chaise, qu'il avait mis au pouvoir? C'est une question de géopolitique. En le disant, est-ce qu'il n'accuse pas la France? Il ne s'accuse pas lui-même? Bien sûr que non, puisque c'est une technique consistant à fragiliser un récalcitrant. Ali Bongo semble avoir des velléités d'indépendance. Donc il faut fragiliser la personne qui est au pouvoir. C'est purement psychologique. Vous savez, Willie Lynch, un ancien esclavagiste américain, avait donné la théorie du contrôle psychologique de l'homme noir. Il fallait les contrôler à distance, psychologiquement, les diviser. Parler des hommes noirs grands ou petits, foncés de peau, clairs de peau, ceux qui sont travailleurs ou pas, pour créer entre eux la division. Et c'est ça qui a prospéré depuis. Et maintenant faire de ces noirs des agents propagateurs de l'impérialisme au sein d'eux-mêmes, qui deviennent, comment dirais-je, qui deviennent absolument impitoyables entre eux.
Quand on voit la guerre au Rwanda en 1994, la guerre civile, qui a fait quasiment 1 million de morts, vous me direz que c'est l'extérieur qui a manipulé, certes, mais c'est quand même des Noirs qui se sont entretués. Tout de même. Donc, nous sommes obligés de faire ce travail sur nous-mêmes, ce travail d'introspection. C'est indispensable. Donc, aujourd'hui, M. Valls sera reçu à Libreville, mais pourquoi le reçoit-on si ses propos sont tellement nauséabonds? Mais c'est là où est la dignité de l'homme noir? D'où la question même qui touche au thème ce soir. Comment comprendre les relations entre la France et ses anciennes colonies à la lumière de cette histoire, de cet incident diplomatique? Comment comprendre qu'après de tels propos, on reçoive même l'auteur des mêmes propos dans le pays qui a été victimé? Mais justement, Alain Michel, il arrive souvent qu'on soit victime du syndrome de Stockholm. L'otage tombe amoureux de son bourreau. Ça arrive très souvent. Donc il faut qu'on s'affranchisse de cette docilité atavique. Ce travail est indispensable pour évoluer. Si je dois faire équipe avec vous, Alain Michel, je dois m'assurer que je suis en bonne compagnie. Ça, c'est très important. Sinon, je dois être seul plutôt que mal accompagné. Il est important que ces Africains fassent ce travail psychanalytique. Nous sommes trop complexés, ce n'est pas possible. Si vous perdez l'estime de vous-même, où voulez-vous aller? La France-Afrique est-elle encore en activité aujourd'hui comme auparavant? La France-Afrique existe encore et toujours. Parce qu'on a des suppôts, on a des relayeurs de la France-Afrique en Afrique, qui sont la plupart des chefs d'État eux-mêmes. Et c'est ça qui est gravissime. L'ennemi n'est pas loin. Il faut le dire. La France entre parce que les cuisses sont ouvertes. La plus belle fille du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Maintenant, je dis et je répète que si nous sommes solidaires, vous savez pourquoi on aime l'UPC? Moi, je considère comme un enfant putatif de l'UPC. Parce que ces gens avaient compris que, ou et les autres, que la formation politique était extrêmement importante. Si vous ne formez pas un enfant, il aura l'impression d'être là comme un mercenaire, d'agir selon ses intérêts, mais pas pour l'intérêt général. C'est extrêmement grave. Donc nous allons mettre l'accent sur la formation politique. Aujourd'hui, on va se réunir au Gabon, on va le recevoir, les accords de défense, qui l'ont signé? Ce n'est pas les Africains qui ont signé avec la France. Les zappeurs qui vont le signer le 28 août 2016 au Cameroun, c'est M. Biya qui va le signer. Pourquoi vous signez les accords de défense qui vous broient? Pourquoi on ne le dit pas? C'est à cause de nous. Si on fait bloc, la France n'a pas pignon sur rue en Afrique. Et elle sera impuissante. Bien évidemment. Merci beaucoup. Rapidement, avant d'interroger peut-être, je pense, l'avant-dernière personne sur ce plateau, nous allons contenter également quelques téléspectateurs. Nous allons également tout à l'heure prendre cet élément pour que ceux qui ne l'ont pas regardé en direct puissent voir exactement et comprendre les propos du Premier ministre français Manuel Valls. Mais pour le moment, nous voulons contenter quelques téléspectateurs qui nous attendent depuis un certain moment. Bonsoir à celui ou celle qui se positionne à l'instant. Alors, nous revenons aux appels tout à l'heure. Pasteur Paul Pondy, rapidement, sur la France-Afrique. Vous avez certainement regardé l'actualité sur les propos de Manuel Valls à l'encontre d'Ali Bongo. Comment voyez-vous agir la France-Afrique dans cette intervention de Manuel Valls? Monsieur Alain Michel Lieutenant, vous allez me permettre de dire quand même quelque chose. Parce que quand on est sur un plateau sérieux comme Afrique Média, qui est regardé par 2 milliards de téléspectateurs dans le monde, on ne peut pas laisser passer des choses qui ne sont pas véritablement vraies. Comme disait mon frère Puis Ndiaye, je ne sais pas si c'est comme Jules Ndiaye, là tout à l'heure, il a dit un certain nombre de choses que nous, on ne peut pas tolérer en tant que serviteurs de Dieu. Véritablement, ce n'est pas bon de prôner la mort pour d'autres peuples, parce que non, le panafricanisme, ce n'est pas le va-t-en-guerre. Non, ce n'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, je pense, c'est un humanisme cru. Nous revendiquons nos droits, c'est l'égalité des races, l'égalité des hommes devant le Dieu incréé. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai énormément approuvé, par contre, ce que M. Célestin Ndiamène dit. Il dit qu'il y a des peuples qui sont encore restés attachés à leur Dieu. Effectivement, il y a des divinités partout dans le monde. Et je vais prendre à suffisance une illustration par rapport à ce que vous entendez
dans l'UPC et le temps de Macky avec Oumniobé, parce que j'ai enquêté là-dessus. On me dit que chaque matin, Oumniobé consultait le Ngambi. Je l'apprécie beaucoup, c'est pour moi, c'était un combattant, mais il a fait fausse route. Les dieux de la tradition ne sont pas le vrai Dieu qui est l'Éternel des armées. C'est ça, il faut faire la différence. Nous ne venons pas dans un plateau de télévision sérieux comme ça pour faire l'amalgame, parce que c'est une aliénation gravissime du système mondial. C'est-à-dire qu'on va amener des peuples maintenant à s'attacher. J'ai vu à Afrique Média quelqu'un dire que les Africains ont leur Dieu, les Chinois ont leur Dieu. Non, il n'y a pas multiplicité de dieux. Même si, pasteur, il y a un seul Dieu. Pasteur, oui. Ce n'est pas un débat religieux. Ce n'est pas un débat religieux. Mais c'est pour répondre aux énormités qu'il a ressorties là, qui ne sont, parce que c'est trop grave. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Maintenant, je vais répondre à votre question. Oui. Par rapport à votre question, vous dites si bien qu'est-ce que la France-Afrique et l'incident de Suval. Non, mais ce n'est pas possible. Quelqu'un a dit tout à l'heure que depuis 1958, la France exerce sur ses colonies. Non, moi je pense que c'est avant 1958 même, parce que quand les Oumniobé meurent, ils meurent avant 1958. Donc, voilà, je pense que c'est 1954. À l'époque de la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, depuis, la France exerce son impérium sur ses colonies. Effectivement, c'est ça. Ce n'est pas à partir de 1958, c'est avant 1958 que la France exerce son impérium. Donc, il est question ici que quand quelqu'un les contente, comme le cas du Gabon, j'avais suivi qu'il prenait tout l'argent du pétrole là-bas, quand maintenant, un monsieur qui est peut-être mal élu, mais s'il est même mal élu, pourquoi ils ne l'ont pas dénoncé à temps? Quand même les Gabonais eux-mêmes s'offusquaient de cette élection qui ne les amenait pas à être véritablement rassurés et il est souvent reçu en France en tant que président de la République. Effectivement, et je pense qu'il fait même partie de la délégation qui va beaucoup pleurer là-bas. C'est-à-dire que comme le président du Bénin... Qui a commencé déjà à pleurer pour les Africains. Voilà. Ce qui est donc, une bonne chose. Il est hors de question, donc, parce qu'ils savent qu'il y a les élections en 2016. Ils veulent maintenant le diaboliser davantage, puisqu'ils l'ont déjà mis dans leur franc-maçonnerie. Maintenant, ils veulent le diaboliser davantage pour montrer que c'est un mauvais élément. Parce que peut-être il veut maintenant tirer son épingle du jeu et montrer à la face de son peuple que non, il n'est pas possible qu'on laisse encore ces gens-ci piller nos ressources de la même façon qu'ils ont fait depuis avant les soi-disant indépendances qu'ils nous ont données. Non, ce n'est pas possible. Il est question clairement que les Africains se questionnent. Hein? Il faut d'abord, pour le précaré français, pour les 14 pays-là, depuis qu'ils sortent de la CPI. Voilà une justice, une parodie de justice qui va encore les ennuyer. Moi, je pense que dans la relation France-Afrique, il faudrait que tous les chefs d'État africains, je n'ai pas approuvé maintenant ce que mon frère Ndiamen dit, par exemple, que le président camerounais a été mal élu. Parce qu'au Cameroun, il y a un parlement, il y a la Cour constitutionnelle. Il n'a pas dit aujourd'hui. Non, il a dit, il vient de le dire là maintenant. Il dit qu'il était troisième en 92, qu'il était troisième. Ce n'est pas vrai, puisque la Cour constitutionnelle du Cameroun ne l'a pas dit ainsi. Donc, je dis donc que les 14 pays du précaré français encore, ils doivent d'abord sortir de la CPI. Et maintenant, il faudrait que ces pays-là, ces chefs d'État essayent de mettre des sécurités pour leur protection. Parce qu'il y a un problème qui se passe encore en Afrique. C'est que ces présidents ont peur même du lendemain. Quand je vais laisser le pouvoir, je vais aller où? Et il y a cette France-là qui va tirer contre moi. Il y a mon peuple, ils vont peut-être... Non, il faudrait qu'ils essayent de mettre un système d'humilité. Parce que c'est des messieurs qui ont servi. Je vais vous prendre un exemple. Moi, je ne vais jamais dans un terrain de football. Vous allez me permettre ça. Et mais on a pris beaucoup d'exemples de football. J'étais récemment, la Coupe du Cameroun, invité à assister au match. Il y a une secrétaire dans un cabinet de direction qui m'a remis un billet. Bon, je ne savais même pas, j'ai vu tribune A. Et puis, je me suis amusé à aller aussi au stade Omnisport pour voir ce match. Et j'ai fait à peine 15 minutes dans le stade. Mais qu'est-ce qui m'a intéressé beaucoup? Quand je suis entré, on me fait comprendre que ça, c'est la tribune présidentielle. J'étais donc là, à côté de l'entrée du président.
j'étais à cette tribune. Quand ce monsieur-là montait, monsieur Paul Biya, montait les escaliers, c'était ma première fois de le voir de près comme ça. Ma toute première fois. Et j'ai vu la peine que ce monsieur a. C'est-à-dire que j'ai eu pitié de lui. Vraiment, sincèrement. Il portait toute la charge, le protocole. Vraiment, c'est pas facile ce travail. C'est un fardeau. C'est un fardeau. C'est un fardeau. J'ai fait à peine 15 minutes. Je suis sorti. Moi, j'ai dit que, par exemple, en ce qui concerne le football, le Cameroun peut gagner la Coupe du Monde. Mais moi, je peux prier hors des stades. Mais jamais aller dans un stade de football. Donc, les présidents de la République, vraiment un fardeau. Pourquoi il lutte tant à maintenir ce fardeau? Je ne comprends pas. Ça, c'est peut-être quelque chose qui m'échappe. Vraiment, ça m'échappe un peu. Mais bon, je veux que ces gens-là, qu'ils essayent un peu d'arranger maintenant leur sortie, et puis qu'ils ne soient pas... qu'ils soient respectés. Parce que c'est des hommes qui ont travaillé pour eux. Merci beaucoup. Surtout un homme comme Paul Biya, un homme comme Mugabe. Vraiment, voilà un homme comme Mugabe. Merci beaucoup, Pasteur. Je ne sais pas, merci. Ils sont comme ça qu'on peut citer. Le président Mandakani a quelque chose à ajouter. En attendant, on donne la parole à M. Aoumou, qui va parler en dernier, rapidement, très brièvement, Président. Merci, vous me refusez jamais rien. Je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que il faut qu'on fasse attention quand on convoque Dieu. Moi, je le fais constamment. Mais il faut être clair par rapport à ça. C'est-à-dire que le pasteur Paul Pondy sait très bien que l'évangile a été colonial. L'évangile a été colonial dans les pays africains. Ce n'est même pas seulement l'évangile. Même le Coran a été violemment colonial. Donc il faut qu'on distingue bien ce que signifie Dieu chrétien, Dieu musulman dans le contexte africain. C'est clair, il faut qu'on parle de ça sérieusement. Ce débat-là va toujours suivre ce qui... Ça va toujours nous suivre. Parce que, attention avec cette affaire. On nous a vendu Dieu à d'autres fins. Non, c'est que le Dieu chrétien esclavagisait, colonisait. Et c'est en son nom qu'on faisait tous ces crimes-là. Pareil pour les musulmans qui ont esclavagisé les nègres au 7e siècle. Donc ce sont des faits historiques. Il faudra bien... C'est un contentieux qu'il va falloir solder. Et là, ça demande une élévation théologique et même plus loin de la part de ceux qui se réclament de cette affaire. Alors si on s'en réclame, il faut qu'on soit précis. Moi, quand je parle de Dieu, je parle de Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec ce Jésus colonial. Ça n'a rien à voir avec ce Jésus. Ah, c'est clair. Bon, quand je l'ai dit, alors moi je voudrais... 30 secondes, rapidement. Je vais essayer de retrouver. Est-ce que le raisonnement de M. Célestin Djamé, à propos de la normalité des relations franco-africaines, dans le sens où, quand quelqu'un te domine, c'est normal qu'il te domine. Est-ce que ce raisonnement est valable dans le contexte interne du Cameroun? Donc, autrement dit, M. Biya est dans son rôle de dominant du jeu politique. C'est le dominant du jeu politique à l'interne. Parce qu'à l'interne, il est plus fort que vous. Alors, si ce raisonnement est valable pour le rapport France-Afrique, il faut qu'on tire ça, qu'on tire les conséquences sur le plan interne. C'est clair. Donc, il faut qu'on fasse attention quand l'autre dit certaines choses. Je comprends sa démarche. C'est-à-dire que la dénonciation des traîtres africains, il faut le faire. Je le soutiens. Mais il y a des conséquences que je ne tire pas comme lui. Parce que quand on dit que ce qui est normal à l'extérieur, c'est bien que le fort écrase. Le fort a vocation d'écraser. C'est bien. Sauf que quand vous n'êtes pas écrasé, c'est facile de dire. Mais si vous êtes écrasé, vous n'allez pas dire ça. Pour faire le molette, il faut casser les œufs. Mais qui préfère être œuf qu'il faut casser? Donc si c'est valable pour à l'extérieur, est-ce qu'à l'interne c'est valable? Même si il mène le combat. Il conteste M. Biya, donc il connaît bien que la force n'est pas le droit. D'accord, merci. Deuxième, je termine rapidement. Est-ce que si, je termine, je t'en prie. Est-ce que si M. Mvé, en dehors de Ndéa Ndombeleya, aurait pu acheter d'autres joueurs, vous savez qu'il l'aurait fait. Donc, troisième chose, M. Djamé revendique son apparentement idéologique à l'UPC. Je suis d'accord, c'est bien. L'UPC est devenu un patrimoine national, entre autres choses. Alors, il ne faudra pas trahir la pensée de Oum. Parce que Oum n'aurait jamais élevé le fingonisme au niveau de la cause première des malheurs africains. Bien qu'il dénonçait les traîtres, ce qu'il appelait Dikokon. Il n'aurait jamais fait ça. Donc si on revendique Oum, il faut qu'on dise la vérité dans ses positions. Je termine en disant ceci. Les élections en Afrique sont des élections légales. Ça c'est pour répondre à mon cher ami pasteur. Ce sont des élections légales. Mais le problème, c'est le divorce radical qui est entre les conditions de la légalité et la légalité. Et on doit prendre cela en charge. D'accord, merci beaucoup. Il y a quelques appelants que nous devons
très rapidement prendre. Je pense qu'ils sont déjà installés. Me fait-on savoir? Nous allons en prendre le premier. Bonjour ou alors bonsoir. Me fait-on savoir? Nous allons en prendre le premier. Bonjour ou alors bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous m'écoutez? Me fait-on savoir? Nous allons en prendre le premier. Nous avons visiblement un problème avec cet appelant. Je ne sais pas si... Voilà, on me fait comprendre qu'il faudrait encore attendre un peu. D'accord. On va prendre un autre appelant. Bonsoir, monsieur. Vous êtes en direct. Bonjour. Rebonjour aux indépendantistes. Oui, rebonjour aux indépendantistes africains. Rebonjour aux utilisateurs du franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, monnaie qui permet de maintenir mon peuple et ses pseudo-dirigeants en esclavage. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'il faut savoir que quand la vague des Oumyobé au sein des Afana, on parlait de France-Afrique, il parlait de façon claire du franc CFA et de ce contingent de malheur que ça menait à porter à l'Afrique. Alors maintenant on parle de la France-Afrique comme si c'est un truc comme ça, ou c'est tout ça, mais c'est bien. Mais fondamentalement, c'était à cause de cette monnaie qui nous maintenait dans l'esclavage. C'est pour ça que pour ce qui, par exemple, concerne le Cameroun, après les années 60, entre guillemets, où on dit on a eu l'indépendance, ils ont continué à massacrer notre peuple, ils ont tué Fana, ils ont tué Moumié, et ils ont continué comme ça, les NS Wandé et compagnie. Parce que eux, ils disaient non au franc CFA, il fallait qu'on ait notre indépendance totale. C'était ça leur combat. Alors aujourd'hui, on dit Bongo. Aujourd'hui, on dit Bongo, c'est bien beau. Mais quelle est la différence entre Bongo et Ouattara? La différence entre Ouattara et Paul Biya. La différence entre Paul Biya et Idriss Déby. Vous parlez de dénoncer le franc CFA, mais après, what else? Qu'est-ce qu'ils ont fait après cela? Je tiens à dire que Paul Biya lui-même a dénoncé le franc CFA dans un livre ici qu'ils ont écrit, qu'on nous a tant avancé. Je crois que c'est DSP, les économies, nous en ont parlé. Ils ont dit qu'avec ça, on ne peut pas s'en sortir. Donc, on doit essentiellement tabler sur le budget, etc. Quelque chose de tellement compliqué que lui-même, on n'a jamais pu l'interroger sur la question. Donc, ils disent oui, il faut combattre contre le franc CFA. Paul Biya avait dit qu'après lui, il faut qu'on se rappelle de lui comme le démocrate, il a apporté la démocratie. Mais après, derrière ça, il y a eu quoi? C'est bien de dénoncer. Est-ce que maintenant je peux ouvrir un compte au Tchad en utilisant le rouble ou le yen, etc. Non, ils sont des prisonniers tous sans exception. Bongo ne peut pas faire plus que ce qu'il fait actuellement. Paul Biya ne peut pas faire plus que ce qu'il fait actuellement. La preuve, on vient de recevoir des cadeaux de voitures des militaires français. On a les militaires états-unis qui sont chez nous. Est-ce que nous avons les Russes chez nous? Ils ne peuvent rien. Et ce que nous disons toujours à M. N'Djamena, je sais que vous n'aimez pas ça, M. Yedna, c'est qu'avec des opposants comme cela, on n'a pas besoin d'avoir des militants. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Il dit, oui, les autres, c'est bon, mais il faut bien d'abord tuer nos frères, parce que le vendeur de brasseries, etc., etc. Mais le vendeur de brasseries, vous tuez ce vendeur de bière, de détaillant aujourd'hui. Demain, ils vont créer un autre. Les détaillants, là, il y aura un autre qui va prendre sa place. Par contre, si vous détruisez l'usine, croyez-moi, il n'y a plus de vente de bière. Et c'est ce que nous disons. Détruire l'usine entraîne de facto la destruction de la vente de bière sur notre territoire. C'est aussi élémentaire que ça. Donc, s'attaquer au verbe bleu, c'est s'attaquer à nos petits chefs d'État là, qui fondamentalement vont dire, oui, nous sommes pour le franc CFA, l'autre a fait des interviews, mais derrière, il a fait quoi? Rien du tout. Parce qu'ils se soignent là-bas, leurs enfants vont dans ces écoles, et c'est à nous, le peuple, qui devons dire non. Tant qu'on ne le fait pas, mes frères, on est en plein dedans. Et c'est valable ce que je dis pour Paul Biya, et valable pour Froudi. Parce que votre leader, soit dit en passant, n'a jamais rien fait contre le franc des colonies françaises d'Afrique. J'en ai terminé, monsieur Yena. Je vous en prie, ne m'en voulez pas beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Jules, du Cameroun, qu'on reconnaît déjà de par sa signature à l'entame de ses propos. Un autre appelant certainement derrière. Bonsoir. Je vous appelle du Bénin. Il nous faut encore vous féliciter pour le travail que vous adaptez chaque dimanche et tous les jours. Vous allez bien vouloir connaître que j'ai félicité M. Bambakan
qui fait ce genre de démonstration très remarquable. Et voyez-vous, les dirigeants sont ce qu'ils font. Monsieur Ali Bongo sera inutile là, dans ma vie, de le défendre. D'autant plus que lui-même se prépare à recevoir M. Valls, qui il y a quelques jours s'est entré à lui. Donc, moi, je voudrais vous inviter tout simplement à continuer de former la nouvelle génération, parce que c'est elle qui assurera à coup sur la rêve. Continuez le travail que vous faites, ne tombe pas dans les erreurs de ceux. Ouais, si je prends le cas du Bénin, par exemple, M. Moïboui, un cas sur lequel je voudrais une émission spéciale, le cas du Bénin. M. Yaïdine, qui est aujourd'hui l'agent numéro 1 de l'Iran. D'accord. La communication n'est pas très bonne avec ce téléspectateur. Un autre derrière. Bonsoir, monsieur. Oui, allô, bonsoir, c'est Jacques depuis les États-Unis. Oui, allô, bonsoir, Afrique Média, bonsoir à tous les panélistes, grand bonsoir à Célestin, grand bonsoir à Pandakani, au panel de Djamena. Merci de m'avoir pris cette fois-ci parce que c'est pas facile d'intervenir par téléphone, c'est tellement saturé. Donc ma contribution, c'est pour dire simplement que je ne crois pas qu'il faut tout simplement tirer sur Célestin Diamène comme nous sommes en train de le faire. Parce que l'analyse que fait Célestin Diamène est une analyse assez très claire. Parce que vous dites qu'il faut attaquer l'arbre par la racine, mais nous sommes très d'accord avec ce principe. Mais comment le faire? Nous sommes tous d'accord lorsqu'Afrique Média avait démontré qu'il ne serait pas bien que le port du Cameroun soit encore donné à Bolloré. Mais qu'a fait le président? Rien. Il n'a pu rien faire. Mais si on ne peut donc pas aussi s'attaquer au Findon, mais vous croyez donc quelle sera la stratégie? Parce qu'il faut un combat étatique. Quand la population va se mener, mais comment la population se mène? Lorsque Emmanuel Valls se permet, n'est-ce pas, d'insulter une institution gabonaise, et que dans 2 semaines, il sera encore reçu au Gabon, c'est la population qui va l'empêcher de venir lorsque le président gabonais lui-même accepte l'invitation? Moi, je pense qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. Le pasteur vient de le dire tout à l'heure, en ce qui concerne Célestin Diamène. Est-ce qu'on peut nier aujourd'hui qu'en 1992, le président Paul Biya aujourd'hui n'était pas élu? Non, le pasteur, soyons quand même sérieux. C'est une vérité commune. C'est une vérité connue qui est claire. Donc, merci Afrique Média pour tout ce que vous faites pour la sensibilisation, que vraiment le Seigneur vous protège et que vous continuez à aller de l'avant. D'accord. Merci rapidement. Nous n'avons pas assez de temps. Intervenez sur le sujet qui est sur la table actuellement, la France-Afrique, à la lumière de l'incident diplomatique causé avec le Gabon par le Premier ministre français. On prend un autre appelant. Bonsoir. Oui, je voudrais intervenir. Vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Oui, je voudrais dire que... D'accord. Nous allons en prendre un autre rapidement. Bonsoir, monsieur ou madame. Oui, bonsoir à l'État. Oui, j'aimerais autoriser mes propos juste en m'adressant juste à propos de ce que le prêtre vient de dire. Ok, je crois bien que lorsque nous sommes à plus de 2 milliards de téléspectateurs, il y en a des propos qu'il ne faut pas quand même avancer. Excusez-moi, d'ailleurs, je ne veux pas être tellement péjoratif sur mes propos. Juste une petite synthèse en disant à mon cher pasteur que à chaque culture, à chaque peuple sa culture. Je ne vois pas pourquoi on veut prendre la culture africaine pour les imposer une culture qui n'est pas la leur. Je crois bien qu'on peut prendre et faire référence à l'Inde et la Chine, etc. Ils ne sont pas des chrétiens ni des musulmans. Ils ont amené leur propre culture qui leur permet d'évoluer. Et je vois mal le pourquoi on veut imposer aux Africains des cultures. En fait, c'est juste ça mon petit point de reproche. Juste dire après que le débat des politiciens doit être politicien et le débat religieux aux hommes religieux. D'accord. Merci pour cet appel. Nous allons revenir rapidement pour donner la parole
à notre ami Aoumou, voilà, Jean-Jules, je pense que c'est ça, pour son intervention sur ce sujet également. Oui, d'abord, la France-Afrique est un système... Mais avant, Monsieur Aoumou, permettez, parce qu'il y a des téléspectateurs qui voudraient regarder encore, écouter, voir par eux-mêmes, ceux qui n'ont pas pu regarder en direct. Et nous allons justement demander à notre vaillant réalisateur de nous proposer cet élément de quelques secondes, juste voir l'intervention de Manuel Valls. Il y avait des chefs d'État et de gouvernement. Vous retenez Ali Bongo, moi je retiens et le président de l'autorité palestinienne, et le Premier ministre israélien, et surtout un autre Africain, élu, lui, Ibrahim Boubacar Keïta. Ah, parce qu'il n'est pas élu, Ali Bongo, finalement? Non, pas comme on l'entend. Je parle d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Mali. D'accord. Un petit jeu de mots qui perdrait ceux qui ne comprennent pas bien français, ou alors ceux qui ne comprennent pas bien le langage politique. Oui, vous avez la parole. Oui, la France-Afrique, d'abord, commençons par le définir. C'est un système que Charles de Gaulle et Jacques Foccart ont mis sur pied en 1960 pour perpétuer la domination politique, économique, militaire et culturelle de la France sur les pays africains qui étaient en voie de décolonisation afin d'assurer au profit de la couche sociale dominante en France et pour assurer la grandeur de la France. Et donc, c'est ce système politique-là, et la France passe 24 heures sur 24 à veiller en sorte que ces hommes liges qu'elle a placés au pouvoir, au service des intérêts de la France officielle, que ces hommes liges-là soient toujours au pas. Ainsi donc, pour ceux qui, il y a quelque temps, prétendaient que la France-Afrique n'existe plus ou elle est morte, le propos du Premier ministre français vient encore une fois de plus de les rattraper, à savoir que la France-Afrique existe bel et bien. Et que lorsque certaines voix africaines disaient toujours que le problème fondamental, pas le problème périphérique, le problème fondamental des peuples africains est le néocolonialisme français en Afrique, il s'est trouvé des gens pour dire non, c'est pas là-bas, regardons d'abord à l'intérieur. Or, la réalité est toujours là pour nous rattraper. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, nous sommes maintenant, pour ceux qui ne veulent toujours pas croire à cela, nous avons maintenant la preuve avec le propos du Premier ministre français, à savoir que les mascarades électorales qui sont permanemment organisées en Afrique, ou les dictatures qui sont mises là, sont en réalité le fait de la France-Afrique. Et lorsque un homme lige mis au pouvoir par la France-Afrique essaye de se démarquer, alors la France-Afrique réagit. Commence à l'attaquer. Or, ce que le Premier ministre français a dit, au moment où les Gabonais et les Gabonaises se faisaient tabasser et tuer et emprisonner parce qu'ils contestaient cette élection, la France officielle regardait ailleurs. La France officielle a soutenu cela. Aujourd'hui, maintenant, pour faire du chantage à M. Ali Bongo, qui est en train de vouloir diversifier les partenaires économiques du Gabon, pour lui faire du chantage, afin qu'il continue à financer les campagnes électorales de certains hommes politiques français, comme le faisait son père. Et Ali Bongo est en train de traîner le pas à le faire. Et alors, on lui rappelle donc bel et bien que, l'ami, tu as été mal élu. Voilà la réalité des faits. Ceci, il n'y a pas un sentiment anti-français. J'entends très souvent les gens le dire en Afrique. Non, il y a un sentiment anti-impérialiste en Afrique. Il y a un sentiment anti-néocolonial en Afrique. Ce n'est pas un sentiment anti un pays quelconque. Non. Ça, c'est de la caricature qu'on apprend toujours pour noyer le poisson. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Un autre élément, pour qu'on soit clair, et je veux juste là-dessus. C'était par là. Non. C'est une occasion historique pour le Gabon et pour d'autres pays de rompre avec la France-Afrique. À savoir, cette fois-là, rechercher la légitimité, non plus à Paris, mais auprès des peuples africains. Poser les bases d'une économie endogène. Et, enfin, comme on dit,
se débarrasser et du franc CFA et des bases étrangères. Et quand même, j'ai été un peu amusé lorsqu'on dit qu'on défend le panafricanisme et les valeurs africaines et qu'on dise qu'un leader africain se soit lui aussi mis à suivre les cultes africains et les rites africains, qu'on dise que ces cultes et ces rites africains-là, ce n'est pas de la spiritualité. Or, on parlait de Oumyobe, on dit Oumyobe aurait plutôt dû regarder soit le Vatican ou bien Washington s'il était protestant ou catholique, ou bien regarder la Mecque s'il était musulman, et à ce moment ce serait bien. Mais comme il a regardé ses ancêtres, le culte de ses ancêtres, on dit que c'est pas du tout de la spiritualité. Non, c'est la grande blague. Or, les Japonais, comme disait M. Djamène, ont leur divinité. Mais personne, il n'est venu à l'idée de personne de dire que c'est des divinités bidons. Mais quand c'est l'Africain, on dit que c'est des divinités bidons. Ça, il faut bel et bien qu'il y ait une espèce aussi de décolonisation spirituelle au sein des différentes croyances étrangères qui sont venues en Afrique là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Aoumou. Normalement, nous étions censés être en pause depuis une vingtaine de minutes. J'ai dû punir carrément mes chers invités ici. Je pense que je vais tout simplement prendre Luc Michel également sur la question, je vous en prie messieurs, de la France-Afrique. Et je vais accorder une dizaine de minutes de pause à mes invités. Nous allons revenir parler très brièvement du Burundi, qui est une patate très chaude également. Merci. On me fait dire qu'elle n'est pas chaude sur ce plateau. Nous allons prendre Luc Michel. Alors, écoutons-le avec grande attention sur la question. On revient dans une dizaine de minutes. À tout de suite. Le Gabon, ce n'est qu'un exemple, une vitrine de ce qui se passe au moment où s'effectue la recolonisation de l'Afrique. Cette recolonisation de l'Afrique, elle est faite par les USA. Elle a été décidée par Ronald Reagan en 2007, par les idéologues néoconservateurs, avec la création de l'Africom. Le but, c'est que pour rester la seule superpuissance du XXIe siècle, les Américains doivent empêcher non seulement que l'Afrique s'émancipe, mais que l'Afrique passe sous le contrôle ou en alliance égalitaire ou non égalitaire avec les Chinois et aujourd'hui avec Poutine, avec les Russes. À partir de ce moment-là, les Américains, qui regardaient de loin la politique africaine, qui n'intervenaient que ponctuellement lorsque des régimes alliés étaient visés, les Américains se sont désintéressés de l'Afrique à partir du moment où l'Union soviétique et la Chine n'ont plus été une menace pour eux. Et entre la France-Afrique de Gaulle des années 60-70, qui était en situation de rivalité avec les États-Unis, mais qu'on laissait faire, on a sous-traité à la France, à partir de la chute de l'Union soviétique, le contrôle de l'Afrique. Ça explique toutes ces bases militaires, toutes ces grandes opérations. Ça, c'est fini. À partir de 2007, les Américains ont décidé de prendre les choses en main. Il y a autour d'eux un changement de relation entre les États-Unis et la France. La première chose, c'est la volonté de réduire la puissance de la France après l'affront qu'a fait Dominique de Villepin au régime de Bush en 2003 aux Nations Unies en dénonçant l'agression contre l'Irak de Saddam Hussein. À ce moment-là, Condoleezza Rice, la patronne de l'époque de la diplomatie américaine, a dit « Il faut pardonner aux Allemands, mais il faut punir les Français ». L'une des façons de les punir, c'est de dégraisser la puissance de la France-Afrique. C'est ce que les Américains font. Avec le lancement de l'Africom, l'Africom, c'est quoi pour bien comprendre? C'est pas une mission militaire, c'est un commandement pour faire la guerre en Afrique et prendre sous contrôle américain les armées africaines. L'Africom, en 2008, c'est une base militaire à Djibouti. C'est en début 2016, 34 bases en attendant le projet de la super base de l'US Navy sur l'île de Sao Tomé, où les Américains entendent, dans le golfe de Guinée, implanter une flotte permanente, comme il y a déjà la 6e flotte américaine en Méditerranée ou la 5e flotte au Bahreïn. Au milieu de tout ça est intervenue la seconde étape,
c'est la déstabilisation de l'Afrique pour changer les régimes. C'est le sommet USA-African Leader, piège tendu évidemment aux chefs d'État africains, où on a dit à 15 à 20 d'entre eux de dégager. Les Américains se sont immédiatement lancés dans l'organisation d'un printemps africain, comme ils avaient organisé le soi-disant printemps arabe, organismes pro-américains finançant des ONG bidons, finançant des partis politiques, finançant des médias, avec l'aide des réseaux Soros, de la fameuse ASBL au Siwa, des Open Society Foundation. C'est la prise de contrôle des armées africaines par l'US Army, qui a été spectaculairement mise en valeur par la convocation à Dakar en mars 2015 des généraux de 43 pays africains qui se sont mis au garde à vous devant la bannière africaine. Depuis maintenant août 2014, le printemps africain est en route. Il a frappé le Gabon, le Burundi, il entend fraquer la Guinée équatoriale, le Tchad, le Cameroun, la République démocratique du Congo. Il y a une révolution de couleur larvée au Gabon, il y a une révolution de couleur ouverte au Burundi. Ce sont tous des exemples de ce qui se passe. Ce qui existe aujourd'hui, le choc, le clash entre Valls et, disons-le quand même, un comique français, pas un homme politique, dans une émission de grand divertissement, on n'est pas couché, de Laurent Ruquier sur France 2, c'est un épiphénomène au milieu de tout ça. La deuxième chose qui a changé dans la relation entre Paris et Washington, c'est que la France de Sarkozy puis de Hollande est rentrée sous le contrôle de l'Alliance Atlantique au niveau diplomatique, au niveau politique, au niveau militaire. Pour comprendre le Charles de Gaulle dont les Français sont si fiers, il est actuellement intégré à la 6e flotte américaine en Méditerranée. Il croise, dans le cadre de la crise syrienne, devant les côtes du Liban. Il est commandé par un contre-amiral américain de la 6e flotte. C'est ça, la France réduite, abaissée dans l'OTAN. La grande politique arabe ou africaine de Gaulle, elle n'existe plus. Au sein de l'establishment français, il y a un parti américain qui est issu d'une association qui s'appelle la French American Foundation, qui prend en main de jeunes politiciens, de jeunes hommes d'affaires, de jeunes journalistes français et en fait les hommes des Américains en France. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui en Afrique avec les fameux YALI, la Young African Leader Initiative d'Obama. Eh bien, le gouvernement Hollande actuel, il a 9 membres des YALI en son sein, dont François Hollande directement, ou Najo Belkacem. Des réseaux pro-américains existent aujourd'hui en France. Ils servent à déstabiliser l'Afrique. L'un de ces réseaux a pour chef de file, et vous allez comprendre ce qui s'est passé chez Ruquier, Laurent Fabius et Manuel Valls. C'est ce réseau, par exemple, qui parraine l'opposition fantoche contre le président Obiang Bassogo en Guinée équatoriale, la fameuse Corette. C'est le même réseau qui, actuellement, organise, au travers d'une révolution de couleur rampante, une révolution au Gabon pour changer de régime, au profit de l'homme des Occidentaux, Jean Ping. À partir de ce moment-là, il faut prendre en compte cette suggestion de la France, comprendre que ce sont les Américains qui dirigent et qui sont à la manœuvre, où on ne comprend rien à ce qui se passe au Gabon ou ailleurs. La même opération voit également l'arrivée en Afrique d'autres prédateurs, notamment la grande Allemagne de Mme Merkel, une mission militaire au Mali en 2013, 15 missions militaires aujourd'hui, début 2016, une armée comme celle du Ghana est entièrement sous la suggestion de la Bundeswehr allemande, qui forme notamment les forces spéciales, capitales en cas de coup d'État ou de soi-disant guerre au terrorisme. Il y a aussi d'autres missions de l'OTAN, des missions belges ou britanniques en Tunisie, des missions en Somalie, un peu partout. Le but des Britanniques, des Belges, des Allemands, derrière les Américains, c'est évidemment de réduire le poids de la France-Afrique. Je terminerai sur une réflexion géopolitique. Le grand géopoliticien autrichien, Jordis von Lausen, c'est un des théoriciens de ce qu'on appelle la Grande Europe, de Vladivostok à l'Atlantique. C'est un disciple comme moi de Jean Thériard. C'est un de ceux qui aspirent Poutine aujourd'hui. Il a fait une réflexion au moment de la guerre dans les Balkans et en Afghanistan. Il voyait les armées de l'OTAN, les politiciens de l'OTAN ouest-européens soutenir les guerres américaines. Il a dit,
Ce sont des guerres contre les intérêts fondamentaux de la grande Europe à long terme. Aujourd'hui, la participation française aux opérations américaines, c'est évidemment une guerre qui est menée contre les intérêts vitaux de la France. Lorsque la recolonisation de l'Afrique sera terminée, la France aura des positions résiduelles. Les firmes françaises n'auront plus des positions dominantes. Moi, évidemment, je ne tirerai pas une larme sur la France-Afrique. Je dirais même, c'est l'occasion pour les Africains peut-être de s'en dégager. Il faut jouer un rival occidental contre